Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 21. Est-elle un vampire Shinso? Monde humain, Roumanie, Bucarest. Dans une suite de l'hôtel le plus luxueux de la ville, un adulte et 4 adolescents étaient assis sur les 2 canapés du salon de la suite. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, lança James. Maintenant que c'est dit, voulez-vous nous dire ce qui se passe, mademoiselle? Encore sous le choc que 3 adolescents de son âge aient réussi à se débarrasser d'un groupe de vampires chevronnés spécialisés dans la chasse aux fugitifs, la belle fille vampire aux yeux rouges, aux longs cheveux argentés raides et à la silhouette voluptueuse a commencé à se présenter. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir sauvé, dit la vampire en inclinant la tête en signe de gratitude. Je m'appelle Moka Akashiya, comme je l'ai déjà dit, je suis une fugitive de la faction Vampire Tep. Les vampires sont en guerre depuis des siècles, d'où la nécessité des factions. Les 2 factions, les Tep et les Karmilla, descendent respectivement de Vladimir Tep et de Karmilla. Les vampires Tep sont patriarcaux et croient en la suprématie masculine absolue, tandis que les Karmilla sont à l'opposé. Leurs opinions étant opposées, une guerre civile entre les vampires était inévitable. Ça a dû être difficile de vivre avec des sexistes aussi extrêmes, dit James avec sympathie, et Mysore acquiesça. Mademoiselle Akashiya, qu'avez-vous dit à propos de la résurrection du géniteur vampire, demanda Okita Tsuji d'un air solennel. Oui, je vais t'expliquer, dit Moka en rassemblant ses pensées. Je ne connais pas tous les détails, mais ce que je sais, c'est qu'Alucard, l'ancêtre de tous les vampires, a été ressuscité. Même s'il est extrêmement affaibli. Attends, interrompit Sehuchulin. Quand tu t'es approché de nous, n'as-tu pas dit qu'il voulait te sacrifier pour ressusciter l'ancêtre? Frappé. Soudain, James frappa Sehuchulin à l'arrière de la tête. Bon sang, James, rugit Sehuchulin en signe de protestation. Pourquoi m'as-tu frappé? Je me disais que, comme son cerveau ne fonctionne plus, je pourrais peut-être le remettre sur pied en le frappant à plusieurs reprises, dit James nonchalamment, et Mysore hocha la tête. Mon cerveau n'est pas une vieille télé, a déclaré Sehuchulin avec colère. Voyant les pitreries du trio, Okita ne put que secouer la tête en souriant. Moka, quant à elle, les regardait avec envie. Avoir des amis comme ça doit être agréable, pensa-t-elle. Bref, repoussa nonchalamment les plaintes de Sehuchulin, James poursuivit, si cet Alucard, ou quel que soit son nom, a déjà été ressuscité, cela signifie qu'ils veulent sacrifier mademoiselle Akashiya ici pour lui redonner des forces. Ou quelque chose comme ça. Les yeux de Moka s'écarquillèrent de stupeur. Elle était vraiment impressionnée par la rapidité avec laquelle James avait déduit la vérité. Vos capacités d'analyse et votre raisonnement déductif sont vraiment impressionnants, a déclaré Moka sur un ton d'éloge sincère. Si vous lisez suffisamment de mangas, vous pouvez voir le motif à 1 kilomètre de distance, répondit James avec un signe de tête dédaigneux. En entendant la réponse de James, le sourcil de Moka se leva, tandis que le visage d'Okita tomba. Nous nous éloignons du sujet, rappela doucement Mysore à tout le monde. Hochant la tête, James parla une fois de plus. J'ai une question à laquelle j'espère que vous pourrez répondre, dit James en croisant le regard de Moka. Pour qu'Alucard retrouve ses forces, est-il nécessaire de sacrifier un groupe de vampires pour combler le vide? Ou faut-il que ce soit vous, en particulier, qui soyez sacrifié? Se mordant la lèvre inférieure, Moka hésitait visiblement à répondre. Finalement, elle répondit. Ils ont besoin de moi en particulier, dit-il en baissant la tête. Comme prévu, dit James en secouant la tête. Question suivante, que vas-tu faire maintenant? C'était une question que Moka redoutait. Elle savait qu'un retour sur le territoire des vampires était impossible. Même si elle tentait de rejoindre la faction Karmilla, elle serait probablement traitée, au mieux, comme une esclave ou une servante. Voyant l'expression difficile de la fille, Mysore tira sur la manche de James et demanda d'un ton mignon. Tu ne peux pas venir avec nous? En entendant la question de Mysore, les yeux de Moka s'écarquillèrent. En réponse à la question de Mysore, James sourit et lui tapota la tête. Les yeux de Mysore se plissèrent de plaisir lorsque James répondit. Même si j'aimerais l'emmener avec nous, il y a 2 conditions à remplir. Les yeux de Moka s'ouvrirent encore plus grands, sa bouche s'ouvrit également. D'abord, il faudrait qu'elle soit prête à rejoindre ma pairie, commença James, avant de poursuivre. Et ensuite, il faudrait que je sache dans quel pétrin je m'embarque. Si c'est trop lourd, je ne peux pas le porter, n'est-ce pas? Mysore prit un moment pour réfléchir à la réponse de James, puis hocha la tête en signe de compréhension, ce qui lui valut de nouvelles tapes sur la tête. Pendant ce temps, Okita Tsuji hocha également la tête, impressionné par l'ouverture d'esprit de James. Si ces conditions vous semblent bonnes, je suis au moins disposé à en discuter. Sid James tourna son attention vers Moka. Une fois de plus, Moka hésita. Elle comprenait le point de vue de James. Cependant, elle craignait qu'il n'apprenne sa situation et ne l'abandonne. Au pire, il pourrait la vendre aux vampires. Semblant remarquer les pensées de Moka, James fit une suggestion. Puisque tu sembles avoir du mal à me faire confiance. Ce qui est tout à fait compréhensible, dit James, marquant une courte pause avant de poursuivre. Nous pouvons signer un contrat diabolique stipulant, tu m'exposes ta situation, et en échange, je la garderai secrète jusqu'à ce que je t'accepte dans ma pairie. Le contrat du diable, demanda Moka, perplexe.
Eh bien, je suis à moitié démon, répondit James. Au fait, notre garde, sœur Okita, est un démon, Misor est une Yuki-onna et Lancé est un idiot. Merde, James. Seu Chulin a crié avec indignation. Oui, je sais, dit James avec dédain. On se disputera en rentrant. Avec un grognement agacé, Seu Chulin clarifia, je suis un humain. Puis James a ajouté, mais il n'a pas nié être un idiot. Oh. Alors que Seu Chulin rugissait de frustration, Misor et Moka ne purent s'empêcher de rire. Dès que l'excitation s'est calmée, Moka a parlé. J'accepte le contrat, dit-il, son expression légèrement moins appréhensive. Excellent, répondit James avec un sourire. Alors, si vous voulez bien me suivre. James se leva alors et se dirigea vers l'une des chambres de la suite. Moka le suivit sans hésiter. Le reste du groupe de James attendait dans le salon. Une fois seuls, James et Moka signèrent un contrat démoniaque aux conditions mentionnées plus haut. Aussitôt le contrat signé, James érigea une barrière silencieuse autour de la pièce. James expliqua ensuite le système de la pièce du mal et ce que signifiait être membre d'une pairie. Il expliqua également les avantages et les inconvénients d'accepter cette offre. Il expliqua enfin que la seule chose qu'il attendait véritablement de ses pairs était qu'ils s'efforcent de s'améliorer et de s'unir. Il ne s'attend même pas à ce que tout le monde s'apprécie, mais il devrait être capable de mettre de côté leurs différences lorsque cela est nécessaire. Après les explications de James, Moka a accepté sans hésitation. J'ai alors compris que c'était à son tour de dire la vérité, pour ainsi dire. Prenant une grande inspiration, Moka rassembla ses pensées. Puis je commençai à lui expliquer. Avez-vous déjà entendu le terme « vampire Shinso » demanda Moka. James secoua simplement la tête en réponse. Eh bien, il n'y a que deux différences réelles entre un vampire Shinso et un vampire normal, dit Moka en début d'explication. La première est la limite de croissance. À son apogée, Alucard était au niveau divin supérieur. Si les vampires normaux semblent atteindre le niveau divin inférieur, Vladimir Tep et Carmilla ne font pas exception. S'attendant à quelque chose de similaire, James hocha la tête, faisant signe à Moka de continuer. La deuxième grande différence est qu'un vampire Shinso n'est pas affecté par la lumière du soleil. James lança enfin un regard étonné. Et quand il le fit, Moka poursuivit. Et même si je ne suis pas sûr de ma limite de force, je suis sûr que je n'ai aucun problème à marcher au soleil. En entendant cela, les yeux de James s'écarquillèrent de façon comique. Voyant l'expression de son visage, Moka voulut rire, mais se retint. L'effort la fit trembler violemment. Remarquant l'expression et le langage corporel de Moka, James sortit de sa stupeur. Il prit alors le temps de réfléchir, pesant le pour et le contre. Finalement, il prit sa décision. Au vu de cette conclusion, je suis prêt à t'accepter dans ma pairie, commença James. Mais avant que Moka ne s'enthousiasme trop, il poursuivit, mais il faudra le former. Je suis sûr que la faction Tep ne t'abandonnera pas si facilement. Tu seras parfois seul, même si ce ne sera pas très fréquent. Prenant un moment pour assimiler ce que James venait de dire, Moka trouva cela raisonnable. Il était vrai qu'elle se retrouvait seule de temps en temps. Comme pour aller à l'épicerie, par exemple. Après avoir réfléchi, elle se leva et croisa les mains. Merci, s'exclama Moka avec joie, un beau sourire aux lèvres. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas accepté de m'accueillir. Ne t'inquiète pas, dit James en riant, se rendant compte que son sourire sincère et joyeux était impressionnant. Même si ce n'est pas encore officiel, nous serons tous une famille à partir de maintenant. Après avoir pris le temps de se calmer, l'expression de Moka est revenue à la normale, ce qui est une expression de fierté. Une fois les négociations terminées, James leva le silence. Puis, Moka et lui retournèrent dans la pièce. Entendant le bruit de la porte par laquelle James et Moka entamaient leur discussion, Okita, Misor et Seu Chulin tournèrent leur attention dans cette direction. Le premier à prendre la parole fut, naturellement, Seu Chulin. Alors, quel est le mot demanda Seu Chulin, comme s'il n'était pas inquiet. Roulant des yeux devant le comportement de Seu Chulin parce qu'il pouvait voir la curiosité dans ses yeux, James alla droit au but. Eh bien, il semble que la famille grandissante vient d'accueillir un nouveau membre, a déclaré James en s'éloignant et en pointant Moka. Misor se leva avec enthousiasme et applaudit. Ouais. Maintenant, les garçons ne seront plus nombreux que moi. C'était sans doute la vraie raison pour laquelle elle avait demandé à James moi de l'héberger, hein, pensèrent les autres occupants de la pièce en même temps. Eh bien, puisque nous avons un nouveau compagnon, il semble que notre voyage sera écourté, a déclaré James, mais avant qu'il ne puisse continuer, il a été interrompu. Attends. Pourquoi demanda Misor, perplexe. Pourquoi est-ce toujours comme ça demanda James en hochant la tête. Je ne sais pas vraiment où était le problème. En entendant la réponse de James, Misor s'accroupit et commença à dessiner des cercles avec son doigt sur le sol, tout en marmonnant des mots plutôt menaçants. Décidant que cela ne valait pas la peine d'ouvrir la boîte de Pandore, James tourna son attention vers Okita. Monsieur Okita, je vais devoir vous demander d'organiser un voyage aux enfers par les voies officielles, demanda James, d'un ton qui semblait formuler une demande formelle. Bien que ce soit la première fois que cela soit mentionné, toute personne visitant les enfers pour la première fois doit emprunter un chemin spécifique. Dans le cas contraire, elle sera traitée comme une intruse et traquée comme une fugitive.
Pas de problème, répondit Okita d'un ton désinvolte. Les préparatifs devraient être terminés d'ici 3 jours. Après avoir entendu le programme d'Okita, James a pris une décision exécutive. Bon, si c'est le cas, on finira l'entraînement ici et on passera les 3 prochains jours à faire du tourisme comme des touristes normaux, dit James en souriant. Et Moka, les TEP ne devraient pas revenir avant, non? Je ne pense pas. Dit Moka, l'incertitude se lisant dans son ton. En entendant cela, James haussa simplement les épaules. Bref, on traversera ce pont quand on sera là-bas. En attendant, sortons et amusons-nous. Mizore, Seu Chulin et Moka ont applaudi avec enthousiasme. En même temps, Okita se disait, après tout, les garçons resteront des garçons. Chapitre 22, un autre sacrifié au démon du shopping. 4 mois se sont écoulés depuis que James a recruté Moka Akashiya pour son futur titre de noblesse. Durant ces 4 mois, James et ses amis ne se sont plus aventurés en voyage d'entraînement. James et Seu Chulin se sont concentrés sur l'amélioration du niveau de combat de Mizore et Moka. Sona et Tsubaki participaient également à l'entraînement dès qu'ils le pouvaient. Enfin, Koneko était également de la partie. James et Seu Chulin, les plus forts des 7 adolescents qui s'entraînaient fréquemment au domaine d'Alavru, se livraient souvent à des combats intenses, non seulement entre eux, mais aussi, si leur emploi du temps le leur permettait, avec Okita Tsuji, Oron et même Cassiel. Bien qu'ils n'aient pas encore atteint leur niveau maximal de force, James et Seu Chulin ont perfectionné leur technique de combat et leur utilisation de la puissance à un niveau terrifiant pour leur âge. Mizore, ayant suivi des cours d'éducation ces 3 dernières années, a élevé son niveau d'éducation à un point tel qu'elle n'aurait aucun mal à intégrer n'importe quel lycée au monde. Sous l'égide de Greffia et de Serafal, et plus encore de Serafal, elle a poussé la manipulation de la glace encore plus loin, créant une glace plus froide et plus solide et la manipulant avec plus de liberté. Grâce à ses efforts, elle a finalement réussi à franchir le seuil et à devenir un être de niveau intermédiaire avancé. Moka a également suivi des cours avec Mizore. Élevée au sein de la faction vampire de Tep, elle avait peu d'occasions de progresser ou d'élargir ses horizons. Si l'occasion se présentait, elle s'y jetait à corps perdu. Même si 4 mois semblaient courts en termes d'acquisition de connaissances, grâce à sa passion pour l'apprentissage, ses progrès furent spectaculaires. Quant à l'entraînement, après avoir prouvé son aisance avec tous les types d'armes, Moka décida de préférer le combat à main nue. Fort de cette découverte, James prit en charge son entraînement. Il lui enseigna tout ce qu'il savait sur le Muay Thai et la lutte. À la fin de ces 4 mois, si l'on excluait ses pouvoirs surnaturels, Moka rivaliserait avec les meilleurs combattants amateurs de MMA du monde humain. Quant à l'entraînement de Sona et Tsubaki, il était partagé entre James et Seu Chulin. Lors de son entraînement avec Sona, James se concentrait sur le contrôle et la variation. En matière de contrôle, James et Sona lui consacraient peu de temps. Le contrôle de Sona sur son énergie démoniaque était bien plus avancé que James ne l'avait imaginé, ce qui ajoutait de la variété au répertoire magique de Sona. Pour ce faire, James dessina des schémas de tous les jutsu de libération d'eau imaginables sur Naruto, à l'exception des signes de la main. Dès lors, Sona subit une sorte de transformation. Grâce à un nouvel ensemble de techniques offensives, défensives et auxiliaires, son niveau de menace au combat augmenta considérablement. L'entraînement de Tsubaki était exclusivement assuré par Seu Chulin. L'arme de prédilection de Tsubaki étant la Naginata, cela semblait logique. La Naginata étant une arme à long manche et à lame courbe, c'est en quelque sorte une lance. L'entraînement de Seu Chulin était bien plus direct que celui de James. Juste une bonne dose de combat, suivie de conseils et de réflexion. Puis, on recommence. Après 4 mois d'entraînement de ce type avec Seu Chulin, le maniement de l'arme par Tsubaki s'était considérablement amélioré. Enfin, l'arrivée la plus surprenante du groupe d'entraînement fut Koneko. James découvrit le talent de Koneko pour le combat à main nue grâce à Sona. Il s'enquit toujours de Ria, des progrès et du bien-être de sa noblesse. Dès qu'il apprit ses talents, James écrivit une lettre à Ria. L'une d'elles demandait officiellement l'autorisation d'entraîner Koneko. Et, à la surprise générale, Ria accepta. Koneko arriva le lendemain avec une lettre écrite par Ria demandant à James de bien prendre soin d'elle et s'excusant pour tout ce qu'elle avait fait à James et à Mizore. À partir de ce jour, Koneko rejoignit Moka à l'entraînement de Muay Thai de James. Et les progrès de Koneko furent comparables à ceux de Moka. Les routines précédentes duraient 4 mois. Mais après le 3e, James en ajouta une autre à son emploi du temps. Chaque soir après le dîner, James révisait avec Sona pour l'examen de promotion de la classe supérieure. Bien que James ne négligeât jamais son apprentissage et se tienne au courant des changements qui s'opéraient aux enfers, il n'était pas aussi intéressé que Sona. Ce qui était logique. Sona était élevée comme l'héritière de l'une des maisons les plus influentes des enfers. Et même si James n'était pas encore prêt à l'admettre, grâce à tout le temps qu'ils avaient passé ensemble ces derniers mois, Sona progressait et laissait une empreinte plus que platonique dans le cœur de James. La veille de l'examen de promotion de la classe supérieure. Enfer, territoire de Satan, capitale Lilith. Sur la même place bondée, un cercle magique de téléportation portant la marque d'Alavru apparaît à un coin. Après avoir atteint son sommet et disparu, 6 silhouettes apparaissent à sa place, 2 adultes, un homme et une femme, et 4 adolescents, 2 garçons et 2 filles.
Alors que je jetais un rapide coup d'œil autour de moi, le premier à parler fut James Alavru, un beau jeune homme d'environ 1,83 mètres, à la peau couleur caramel, aux cheveux noirs tressés avec de longues tresses pendant aux extrémités et aux yeux marrons avec un rose crépusculaire soulignant chaque iris, vêtu de façon décontractée d'un polo noir à manches courtes, d'un jean bleu foncé et des Air Force 1 noirs. Je n'arrive pas à y croire, cela fait 3 ans que je suis ici. Eh bien, la dernière fois, tu as passé la plupart de ton temps ici au lit, répondit Léona Alavru, une belle jeune femme à la peau marron clair, aux yeux marrons, mesurant 5 minutes 9 secondes, environ 1,75 mètres, avec de longs cheveux noirs tirés en arrière en une queue de cheval qui lui arrivait aux hanches et une frange qui tombait sur son front et hors de son œil, atteignant son menton, vêtue d'un t-shirt blanc rentré dans une paire de jeans stretch bleus et des sandales noires. Tenant le bras gauche de James tout en observant avec enthousiasme les nouveaux paysages, Shireyuki Mizore, une jolie fille à la peau claire, mesurant environ 1,50 mètres, aux cheveux violets clairs mi-longs et à la frange désordonnée. Tournée vers la gauche, ses yeux bleus clairs aux pupilles violet foncé, vêtue d'une robe blanche bustier jusqu'aux genoux et de sandales à talons hauts de la même couleur que ses cheveux, demanda curieusement des détails. J'ai dormi tout le temps, que s'est-il passé? En entendant la question de Mizore, Moka Akashiya, une fille exceptionnellement belle, à la peau claire et aux yeux rouges, mesurant 1,57 mètres, 5 minutes 2 secondes, avec de longs cheveux argentés atteignant le bas de son dos, une frange en désordre couvrant son front, et vêtue d'un chemisier bleu sarcelle et d'une jupe blanche plissée mi-cuisse, et des Air Force 1 blanches pour les filles, s'est également redressée. Cassiel Alavru, un homme à la peau foncée avec des yeux roses foncés et des cheveux roux foncés hérissés, debout avec une mèche de cheveux hérissés pendant sur son front, portant un survêtement blanc et des baskets blanches, a répondu en riant. Eh bien, après avoir passé 10 heures à faire du shopping avec 2 belles femmes, puis à passer l'examen pour accéder à la classe moyenne, j'étais épuisée. Comme l'expliquait Cassiel, Léona rougit d'embarras en se rappelant la séance de shopping en question. Sona et moi étions tellement absorbés par les courses que nous avons oublié de manger. Du coup, James n'a pas mangé non plus. Ouais, dit James, le regard éteint, se remémorant cette virée shopping infernale. Peu après, son regard s'éclaira en regardant son père, Cassiel. Et papa avait justement des affaires à régler, jusqu'à notre retour à l'hôtel. Cassiel détourna le regard, la sueur froide coulant de son front, incapable d'établir un contact visuel avec James en raison de sa mauvaise conscience. D'autre part, Seu Chulin, également connu sous le nom de Lancé, un jeune homme aux yeux rouges, mesure environ 1,83 mètres avec des cheveux bleus foncés attachés en queue de rat qui lui arrivaient aux épaules, portant des boucles d'oreilles en argent, un t-shirt noir avec un autocollant d'Ichigo Kurosaki, un short en jean bleu et des bottes noires, a ri à haute voix avant de dire. James, oh James. Ton père t'a sacrifié au démon du shopping. Tandis que James baissait la tête et haussait les épaules après avoir été averti de ses soupçons, Cassiel, pensant que détourner la tête ne suffirait pas, détourna tout son corps de son fils. Cependant, Léona, Mizore et Moka avaient les yeux rivés sur Seu Chulin, tout sourire. Comprenant la situation, James esquissa un sourire malicieux et suggéra « Bon, il faut que je me procure une autre épée, car j'ai eu une idée et je voulais l'aide de Maître Scatache. » Puis James marqua une pause. Après s'être assuré de l'attention de tous, il poursuivit « Alors, si on faisait des choses comme ça? Papa, tu peux m'emmener chez le forgeron qui a fabriqué Oshiru Sakura? En attendant, maman, emmène les filles faire les boutiques pour ce qu'elles veulent, à mes frais. Ce cadeau t'inclut aussi, maman. » Les yeux de Mizore et Moka s'illuminèrent à cette proposition, tandis que Léona serrait James dans ses bras et l'embrassait sur la joue en signe de gratitude. Seu Chulin, cependant, leva la main, confus, et posa une question. Une question qu'il regretterait plus tard. Alors, je suppose que je vais aller avec toi et tonton Cassiel? Oh, désolé, Lancé, j'ai oublié, dit James avec une fausse culpabilité. Faisant semblant de réfléchir quelques instants, il reprit la parole quand il sentit que c'était suffisant. Et si on allait avec maman et les filles pour les protéger et porter leur sac? Avec cela, des flammes de colère étaient visibles dans les yeux de Seu Chulin en raison de la trahison de James. Les dames, quant à elles, étaient ravies à l'idée d'avoir une mule de bâtiment. Après avoir discuté des détails, comme l'heure et le lieu du dîner, ils commencèrent à se diriger vers leurs destinations temporaires respectives. Cependant, au moment de leurs adieux, James croisa Seu Chulin et murmura « Être sacrifié au démon du shopping, ce n'est plus si drôle, hein ?» Puis il poursuivit sa route sans se retourner. James pouvait sentir le regard de Seu Chulin essayer de lui brûler le dos et il s'en fichait. Après la séparation des deux groupes, James et Cassiel s'installèrent au même hôtel qu'ils avaient occupé 3 ans auparavant. Ils se rendirent ensuite chez le forgeron qui avait installé la boutique d'Oshiru Sakura. Après avoir marché pendant 35 minutes, le duo père-fils s'est arrêté devant une boutique avec une grande pancarte au-dessus de la porte sur laquelle on pouvait lire « Muramasa ». En regardant l'enseigne du magasin, James a demandé à son père « Est-ce ici ?» « Oui », répondit Cassiel avec désinvolture. « D'accord, alors allons-y », dit James en avançant et en poussant la porte. Panneau. Une sonnette retentit à l'ouverture de la porte. Peu après, ils furent accueillis par un homme d'âge moyen. « Bienvenue à Muramasa », commença l'homme d'âge moyen avant de marquer une pause, reconnaissant l'un de ses invités. « Ah, Cassiel, c'est toi. Comment était la dernière œuvre de ton fils? Et comment l'a-t-il finalement intitulée ?» Avant que Cassiel puisse ouvrir la bouche, James répondit aux questions de l'homme d'âge mûr.
Seigneur Muramasa, je suppose. Enchanté de vous rencontrer, et l'épée que vous avez créée est excellente. Au fait, elle s'appelle Oshiru Sakura. Ah, alors c'est toi le garçon dont Cassiel parlait avec tant de fierté, hein, demanda Muramasa en examinant James de haut en bas. Puis il poursuivit, Oshiru Sakura, hein. En japonais, des fleurs de cerisier qui tombent, pas mal. On dirait qu'il est tombé entre de bonnes mains. Entendant l'approbation de Muramasa, James s'avança, matérialisant l'Oshiru Sakura au fourreau dans sa main et passa sa commande. Monsieur, j'ai besoin d'une deuxième épée, dit James, avant d'expliquer précisément ce dont il avait besoin. Il me faut une lame aux caractéristiques identiques, poids, forme, longueur, largeur, longueur du manche, etc. Tout doit être identique. À part la palette de couleurs, il faut que ce soit l'inverse. Le motif de fleurs de cerisier pourrait être le même. Une fois James terminé, il prit une profonde inspiration et regarda Muramasa dans les yeux. Avant d'accepter, pourquoi as-tu besoin d'une deuxième épée, demanda Muramasa, l'air sérieux. Bien. James a expliqué pourquoi il avait besoin de la deuxième épée, ce à quoi Muramasa a rapidement accepté. Revenez dans 4 jours, dit Muramasa après avoir enregistré les spécifications d'Oshiru Sakura. James et Cassiel ont quitté la tente et sont retournés à l'hôtel pour se reposer avant de retrouver le groupe de Léona pour le dîner. Cela restera un secret que James a trouvé l'expression sans vie dans les yeux de Sehuchulin lors de leur première rencontre extrêmement satisfaisante. Chapitre 23, passons au suivant. Jour de l'examen de promotion de classe supérieure. Enfer, territoire de Satan, capitale Lilith. Après s'être douché, brossé les dents et habillé, James ouvrit la porte et quitta la chambre qu'il partageait avec Sehuchulin. Ce dernier, apparemment, dormait encore. Dans le salon de la suite d'hôtel, Mysore et Moka étaient assises sur le canapé, en pyjama, à regarder la télévision. Le pyjama de Mysore était blanc avec un passepoil bleu marine, et celui de Moka, bleu sarcelle avec un passepoil blanc. James fut un peu surpris de voir les filles se réveiller si tôt, mais il se souvint alors d'une théorie qu'il avait formulée quelques années auparavant. Les femmes devraient rentrer de l'usine avec 2 moteurs. Un pour le quotidien. Mais pour faire leurs courses, la source d'énergie passe au second. Pensant son hypothèse parfaite, James hocha la tête avec satisfaction. Après s'être félicité, il salua les filles. « Bonjour, Mysore, Moka, avez-vous bien dormi ?» demanda James en souriant. Détournant finalement leur attention de la télévision au son de la voix de James, les filles sourirent en retour et dirent « Bonjour, James ». Tapotant l'espace entre elles, Mysore invita James à s'asseoir et à regarder la télévision avec elle et Moka. Un geste qui ne sembla pas déranger Moka. Acceptant l'invitation, James s'assit entre les filles, obligeant Mysore à poser sa tête sur son épaule droite. Bien que moins en avant ni aussi collante que Mysore, même Moka s'était rapprochée. Suffisamment près pour que son épaule touche le bras de James. Bien que cela n'ait pas été clairement indiqué, Mysore a travaillé avec Sona pour affaiblir les défenses du cœur de James. Bien qu'elle fût initialement opposée à l'idée de partager James, elle a plus tard réalisé que de nombreux diables de haut niveau ont des harems, même s'ils n'ont qu'une seule épouse officielle. Une autre raison pour laquelle elle a accepté la proposition de Sona était qu'elle avait vu la plupart des obstacles que James devait surmonter après être devenu un diable de haut niveau, simplement pour se qualifier pour l'examen de promotion de haut niveau. Avec son futur statut de diable de bas niveau réincarné, elle imaginait que les obstacles seraient encore plus grands. Moka, quant à elle, ayant passé son enfance dans la faction TEP, a grandi en pensant qu'il était naturel pour un homme fort d'avoir plusieurs femmes à ses côtés. Ce qui a rendu l'idée de faire partie du harem de James encore plus facile, c'est que James n'avait aucune envie de forcer les choses. En fait, James a clairement fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'était pas prêt pour une relation amoureuse. Du moins jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Que se passerait-il dans 3 jours si tout se déroulait comme prévu ? Si tout se déroule comme prévu, James réussira l'examen de promotion dans quelques heures. Une fois l'examen terminé, les résultats seront publiés 2 jours plus tard. Le lendemain, les candidats retenus seront promus aux plus hauts échelons du monde du diable lors d'une grande cérémonie. Après avoir regardé la télévision avec les filles un moment, Cassiel et Léona quittèrent la pièce. En regardant James et les filles, Léona afficha un grand sourire. Cassiel, quant à elle, regardait son fils avec une pointe de jalousie. « Pourquoi mon fils est-il tellement plus à l'aise avec les femmes que moi ?» se demanda Cassiel en déplorant son incompétence. Sentant le regard noir de son père, James pencha la tête, perplexe. Il salua ensuite ses parents avec un sourire. « Maman, papa, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. » Léona répondit avec un sourire. « Je l'ai fait, et toi ?» Cassiel hocha la tête. « J'ai très bien dormi », a également répondu James avec un sourire. « Où est Lancé ?» demanda Cassiel en souriant. Avec un sourire étrangement similaire à celui de son père, James répondit « Il dort encore ». Les hommes d'Alavru rirent alors, tandis que Léona et les filles secouèrent la tête devant les pitreries du duo. Léona, après avoir vérifié l'heure, a demandé. « Avez-vous déjà pris votre petit déjeuner, les enfants ?» « Non, dit Mysore en secouant la tête. « Moi non plus. » Moka se joignit à la conversation. « Moi aussi, dit Thiago. »« Soupir, vous devriez prendre mieux soin de vous, les enfants, dit Léona, avant de marquer une pause. Elle reprit peu après. « Surtout toi, James.
Si tu comptes manger avant l'examen, il faut le faire maintenant. Vérifiant l'heure, James bondit du canapé et cria « Il est déjà si tard ? Je ne veux pas être en retard comme la dernière fois. » Puis il sortit en courant de la suite et prit l'ascenseur pour prendre son petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Voyant James se précipiter pour prendre son petit déjeuner, Mysore et Mocha échangèrent un bref regard, avant de se précipiter vers leur chambre commune. Quelques minutes plus tard, ils réapparurent habillés. Ils sortirent ensuite en courant, comme James quelques minutes plus tôt. « Ah, être jeune, dit Léona en souriant. » Cassiel secoua la tête avec amusement. Il n'avait vraiment pas besoin de s'enfuir comme ça, commenta Cassiel. Léona sourit simplement en guise de réponse. Puis elle prit le bras de son mari et le conduisit hors de la chambre, au restaurant de l'hôtel. Après s'être rassasiés, Léona, Mysore et Mocha retournèrent dans leur chambre avec de la nourriture pour le réveil de Seu Chulin. Ils auraient besoin de leur mule protectrice, bien nourrie pour qu'il puisse faire son travail correctement. Pendant ce temps, Cassiel et James se dirigèrent vers le centre de congrès. Disposant de suffisamment de temps libre, James trouva facilement la salle d'examen prévue. 15 minutes plus tard, l'examen commença. Bien que les questions fussent un peu plus abstraites, les sujets plus variés et l'adversaire légèrement plus fort que ceux de l'examen de promotion de la classe moyenne, James réussit sans problème. Quelques heures plus tard, Cassiel et James étaient assis dans un restaurant en attendant l'arrivée du reste du groupe. Après avoir réussi le test et avoir été promu diable de haut niveau, quel est ton prochain objectif ? Demanda Cassiel en ajoutant de la crème et du sucre à son café. Prenant une gorgée de jus de pamplemousse, James répondit en souriant ironiquement. Ce que tu veux vraiment demander, c'est, qu'est-ce que tu vas utiliser ensuite pour éviter les sentiments de cette fille ? D'accord ? Avec un sourire ironique similaire, Cassiel décida de laisser tomber le sujet. James, quant à lui, décida de lui donner une réponse à sa question initiale. Eh bien, la première chose que je veux faire, c'est me réconcilier avec Riri, dit James en regardant par la fenêtre. Surprise par la réponse de James, Cassiel haussa un sourcil, attendant la suite. Et James répondit magnifiquement à ses attentes. Soupir, il est temps de commencer à affronter toutes les filles qui ont des sentiments pour moi. Je ne sais pas exactement ce que je ressens pour chacune d'elles, cependant. Zut. Pourquoi mon fils est-il tellement meilleur que moi à ça ? Sentant le regard de son père, James pencha la tête, perplexe. Incapable de comprendre le problème, il haussa les épaules et le repoussa. 10 minutes plus tard, Léona, Mysore, Mocha et Seu Chulin arrivèrent et s'assirent autour de la table. Mysore et Mocha prirent place respectivement à gauche et à droite de James. Est-ce qu'il y a un problème à protéger les femmes ? Demanda James à Seu Chulin avec un sourire malicieux. N'ayant même pas l'énergie de plaisanter, Seu Chulin répondit simplement. Je te déteste. Puis il se tut, ce qui poussa Léona, Mysore et Mocha à rire de son malheur. Cela vous apprendra à nous appeler, les accros du shopping, pensèrent toutes les dames. Après une brève discussion et un agréable repas, le groupe retourna à l'hôtel pour se détendre. Le lendemain fut tout aussi détendu. La différence était que cette fois, Cassiel fut nommé protecteur des femmes. Le lendemain, vers midi, le groupe se dirigea vers le centre des congrès. Même s'ils attendaient le passage de James, ils avaient encore besoin de le voir de leurs propres yeux. En arrivant devant le tableau avec les nouveaux numéros d'examen du diable de haute classe, Mocha a demandé « James, quel est ton numéro d'examen ?» L'agitant d'un geste dédaigneux, James dit « Inutile de regarder. » Puis il se retourna et s'éloigna. Tout le monde était perplexe. Mysore finit par demander « Tante Léona, quel est le numéro de test de James ?» Sortant le dossier d'examen de James de son sac, Léona répondit à la question de Mysore. 973 4118 21. Léona lut les informations d'enregistrement. Seu Chulin s'est ensuite retourné et est parti également. Lancé, où vas-tu ? Demanda Mocha, perplexe. James avait raison, il n'y a pas besoin de regarder, répondit Seu Chulin en s'éloignant. Imbécile, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Demanda Mysore, frustré. Cassiel désigna alors le haut du tableau. Les trois dames suivirent les instructions et virent les premières places pour l'examen de promotion. 1. 973 4118 21. 2. 454 7318 99. 3. 882 115 29. Oh mon Dieu! James est arrivé en premier, s'exclama Mocha, tout excité. Cet idiot voulait juste avoir l'air cool, hurla Mysore, agacé. Cela ne l'empêcha pas d'esquisser un sourire. En criant, Seu Chulin faillit trébucher en entendant Mysore l'appeler « Seu » en public. Au lieu de rebrousser chemin et d'attirer l'attention, Seu Chulin décida de rattraper James, qui attendait le reste du groupe à l'extérieur de la foule. « Alors, comment te sens-tu » demanda Seu Chulin. « Qu'est-ce que ça fait » demanda James en retour. « Atteignez votre objectif » a expliqué Seu Chulin. « Oh, rien de spécial » dit James avec indifférence. « C'est un objectif que je n'avais aucun doute d'atteindre. » Hochant la tête en signe de compréhension, Seu Chulin demanda « Alors, quelle est la prochaine étape ?» James ne répondit pas immédiatement, se caressant le menton en réfléchissant à sa réponse. « J'ai 2 objectifs que j'aimerais atteindre prochainement » dit James, répondant enfin à la dernière question de Seu Chulin. « Le premier est de compléter ma péri. La rendre aussi forte que possible. Et le second ?
Eh bien, c'est un secret. Mais je ne pense pas pouvoir atteindre le premier sans le second. Au revoir. Seu Chulin claqua la langue face à la réponse hésitante de James. Tu essaies juste d'être mystérieux. En réponse, James sourit d'un air radieux. Il adorait quand Seu Chulin se mettait en colère. À ce moment-là, le reste du groupe quitta la foule. Remarquant le froncement de sourcils de Seu Chulin, Mysore décida de remuer le couteau dans la plaie. Elle ignorait pourtant ce qui irritait Seu Chulin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Seu demanda Mysore d'une voix chantante. Il faut que tu changes d'air, monsieur. Veux-tu te taire? Seu Chulin grogna en réponse. Alors Moka a décidé de participer aussi. Mysore, tu devrais arrêter de l'appeler comme ça, dit Moka d'un ton moqueur et réprimandant. Ce n'est pas très gentil. Tu ne vois pas que ce tanta n'aime pas ça? Elle leva alors le doigt et pointa le froncement de sourcils de Seu Chulin. Après avoir entendu le coup bas de Moka, Seu Chulin a plaisanté et a dit « Je vous déteste tous les trois. Je veux juste que tout le monde le sache. » Sur ce, Mysore et Moka se mirent à rire. Puis, James passa son bras autour du cou de Seu Chulin et rit de bon cœur. Finalement, même Seu Chulin cessa de froncer les sourcils et rit avec les trois autres. En voyant les enfants s'amuser, Cassiel et Léona souriaient joyeusement. Notre fils peut certainement les reconnaître, a déclaré Cassiel avec un grand sourire sur son visage. Bien sûr qu'il le peut, répondit Léona d'un air suffisant. C'est mon fils, après tout. Eh bien, c'est aussi mon fils, ma chérie, dit Cassiel, comme s'il essayait de le lui rappeler. Se moquant du rappel de son mari, Léona répondit avec une colère feinte. Si j'étais comme toi, je serais toujours seule. Sur ce, Cassiel ne put qu'esquisser un sourire ironique. Léona affichait un sourire triomphant. Elle reporta ensuite son attention sur les enfants. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Avant que quiconque puisse répondre, James fit sa demande. On peut manger quelque chose? Être au milieu d'une foule me met mal à l'aise. Et quand je suis mal à l'aise, j'ai faim, dit James en se frottant le ventre. Puis, tout en riant et en discutant, ils se dirigèrent tous vers un restaurant à proximité. Chapitre 24, fleurs de cerisier tombant sous la pleine lune. Le reste de la cérémonie de promotion se déroula sans incident. Bien que les enfants attendaient la cérémonie avec impatience, Léona et Cassiel savaient à quoi s'attendre. De fait, la cérémonie se déroula exactement comme prévu. Un groupe de pontes du monde du diable prononça des discours grandioses sur la suprématie des démons, sur la gratitude envers ceux qui sont nés de milieux inférieurs pour avoir la chance de progresser, et blablabla. Et pour couronner le tout, 8 orateurs au total parvinrent à s'exprimer pendant plus de 4 heures. À la fin de la première heure, James prit un carnet de croquis et commença à dessiner. Personne ne sait d'où il venait. Mysore et Moka avaient la tête sur l'épaule de James, faisant de leur mieux pour ne pas s'endormir. Seu Chulin était assis, les bras croisés, l'air de dire « Tuer tous les politiciens me semble une excellente idée en ce moment ». Tandis que Cassiel le fixait pour s'assurer qu'il ne tente jamais de concrétiser cette idée, il dormait paisiblement, attirant les regards noirs des démons purs qui méprisaient les démons réincarnés. Seuls 2 discours ont retenu l'attention du groupe. Le premier fut celui de Sirzek Lucifer. Bien que son discours ne fût pas vraiment fascinant, il aborda ce que l'on pouvait attendre de chaque diable, compte tenu de sa nouvelle classe sociale. Un point que les autres nobles diables avaient oublié. L'autre oratrice qui retint notre attention fut ce Rafale. Cela ne veut pas dire que son discours était particulièrement intéressant ou perspicace. Mais regarder ce Rafale être ce Rafale est toujours amusant. La voir se pavaner avec énergie dans son uniforme rose à froufrou de Magical Girl est toujours amusant. D'autant plus lorsque l'OPC ne l'exige pas. Une fois les discours terminés, chacun des démons nouvellement ascensionnés, nouveaux démons de haute classe et de classe finale, fut appelé sur scène et reçut un certificat attestant de son nouveau statut, avant d'être pris en photo au sommet des marches. Après la musique et les danses, les démons nouvellement ascensionnés furent invités à un banquet. Un événement interdit aux personnes de niveau inférieur à la haute classe. Inutile de préciser que le groupe d'Alavru choisit de ne pas y assister. James et Cassiel estimèrent qu'abandonner leurs amis et leurs familles pour passer du temps avec ces fanatiques des fossiles de haute naissance, comme James avait décidé que c'était le titre le plus approprié pour leur espèce, était une folie. Enfer, territoire de Satan, capitale Lilith. Au lieu d'assister au banquet, ils choisirent de rentrer à l'hôtel et de se reposer. Bien qu'ils n'aient rien fait de pénible, leur discours semblait imprégné d'une magie du sommeil de faible intensité. Dès leur retour dans la suite, James et Seu Chulin furent les premiers à se détendre. James se laissa tomber sur le canapé, et Seu Chulin courut dans leur chambre commune et se jeta dans son lit. Mysore et Moka les suivirent, prenant place à côté de James sur le canapé. Enfin, Cassiel s'installa dans le fauteuil du salon, Léona confortablement installée sur ses genoux. Son regard se déplaçant entre Léona et James, Mysore posa la question qui lui trottait dans la tête depuis qu'ils avaient décidé de retourner à l'hôtel. Alors pourquoi sommes-nous revenus ici au lieu de rentrer à la maison? Perçant les pensées de Mysore, James commença à lui caresser la tête en répondant « Je dois aller chercher ma nouvelle épée. Muramasa a dit qu'elle serait prête demain. Je ne suis pas prêt à avoir Mysore sur mes genoux, ni à subir les moqueries de maman si cela arrive, pensa James, pensant avoir esquivé une balle. Comme pour lui faire savoir que certaines choses sont inévitables, Moka, complètement fatiguée,
posa sa tête sur les genoux de James tandis qu'elle se frottait les yeux et se mettait à l'aise. James se figea. Mysore regardait avec envie. Cassiel était surpris. Et Léona sourit, la malice tourbillonnant au fond de ses yeux. En voyant l'expression de sa mère, le corps de James réagit avant que son esprit ne puisse traiter la situation. Prenant Moka comme une princesse, James commença à se diriger vers la chambre qu'il partageait avec Mysore en disant « Eh bien, il semble que Moka ait atteint sa limite. Je vais la mettre au lit et ensuite j'irai me coucher moi-même. » Le sourire malicieux de Léona se figea sur son visage. L'envie dans les yeux de Mysore s'intensifia. Cassiel a été impressionné par l'instinct de combat ou de fuite de son fils. Dans le court laps de temps qu'il a fallu à James pour passer du canapé à son lit, Moka s'était endormi dans les bras de James. Après l'avoir couché Moka, James, sans regarder Léona, Cassiel et Mysore, courut dans la chambre qu'il partageait avec Séuchulin et ferma la porte. Je ne sortirai pas avant demain. Suite à la fuite rapide de James, un silence gêné s'abattit sur la pièce. Cassiel fut celui qui rompit ce silence. D'une certaine manière, dit Cassiel d'un ton confus, c'était impressionnant. Léona rit en pensant, mon bébé est si mignon. Mais si elle pense que c'est la fin, c'est qu'autre chose arrive. Entendant la malice dans le rire de Léona, Cassiel eut instinctivement envie de reculer. Cependant, assis dans le fauteuil avec Léona sur ses genoux, c'était impossible. Pendant ce temps, Mysore fixait la porte par laquelle James venait d'entrer tout en marmonnant pour elle-même. Moka a beaucoup de chance. Finalement, les trois décidèrent de se lever et de retourner dans leur chambre pour la nuit. Le lendemain matin, après s'être douchés, brossés les dents et habillés, James, Mysore, Séuchulin et Moka prenaient leur dernier petit déjeuner de ce voyage à l'hôtel. Tout au long du repas, Mysore lançait des regards envieux à Moka. « Mysore, pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda Moka, perplexe, ayant remarqué le regard peu discret de Mysore. « Tu as beaucoup de chance, Moka » fut tout ce que Mysore dit en réponse. La confusion de Moka ne fit qu'augmenter. Mais avant qu'elle puisse poser la moindre question, Cassiel et Léona s'approchèrent de la table. « Bonjour. » Cassiel hocha la tête. « Tu es prêt à partir ?» Alors qu'il continuait à manger, tout le monde hocha la tête en réponse. Cassiel hocha la tête en guise de réponse. Léona, cependant, avait la même malice qui luisait au fond du regard. « James, toi et Moka étiez si mignons hier soir, » dit Léona d'un ton taquin. Remarquant le ton de Léona, Séuchulin fut le premier à réagir. Il pensa que ce serait l'occasion de se venger. « Tante Léona, qu'ai-je raté hier soir ?» demanda Séuchulin avec enthousiasme. James a décidé que laisser sa mère prendre l'initiative de raconter des histoires était une idée horrible et l'a interrompu avant que sa mère ne puisse répondre. « Après que tu sois allé te coucher, » commença James. Après avoir bu une gorgée de jus d'orange, il poursuivit, pendant que Mysore, Moka et moi étions assis sur le canapé, Moka s'est endormie et sa tête est tombée sur mes genoux. Je l'ai donc prise dans mes bras et la princesse l'a portée jusqu'à sa chambre. Ayant eu le temps de se préparer à l'attaque de sa mère, James a pu raconter toute l'histoire comme si ce n'était pas grand-chose. La confusion de Moka se transforma en embarras après que James eut raconté l'incident. L'envie de Mysore atteignit un niveau inédit. Au même moment, Léona claqua la langue. « Mon James n'est plus mignon », dit Léona avec une fausse tristesse sur son visage. Feignant la confusion, James regarda Mysore et Moka et demanda « Je ne suis plus mignon ?» En réponse. « Bien sûr », dit Mysore avec enthousiasme. Moka ne perdit pas de temps et acquiesça. Les quatre autres fixèrent les deux filles, stupéfaits. Même James, qui avait posé la question, ne s'attendait pas à la ferveur avec laquelle elles répondirent. Quand ils réalisèrent à quel point ils étaient impatients de répondre à la question de James, ils rougirent tous les deux jusqu'au bout des oreilles, embarrassés. Après un petit déjeuner animé, le groupe se divisa à nouveau en deux. Cette fois, James et Séuchulin se rendraient à la boutique de Muramasa pour acheter la nouvelle épée de James. Cassiel, Léona, Mysore et Moka rentreraient d'abord chez eux. Avant que le quatuor n'active le cercle de téléportation, James a parlé à ses parents. « Comme je l'ai déjà dit, j'ai quelque chose que je veux apprendre avec Maître Scatache, » dit James, rappelant à ses parents qu'il serait absent un moment. « Je serai absent 3 mois maximum. Je promets de revenir au moins un mois avant mon anniversaire. » « Alors, on devrait l'attendre au plus tard le 1er février, dit Léona. « Bon, j'espère que ton entraînement portera ses fruits. »« Merci, maman, dit James en souriant. « À plus tard, les gars. » Agitant la main, il se retourna et conduisit Séuchulin vers la tente de Muramasa. Alors que le cercle magique de téléportation apparaissait sous le quatuor, Mysore marmonna. « J'aurais dû lui faire un câlin d'adieu. » Même si elle n'a pas exprimé ses pensées à voix haute, il était évident que Moka pensait quelque chose de similaire. Alors que le cercle magique atteignait son apogée et disparaissait, le son du rire de Léona disparut avec lui. Pendant ce temps, James et Séuchulin parlaient en marchant. « J'ai besoin que tu t'occupes de l'entraînement de Mysore et Moka pendant mon absence, lancé, dit James en tapotant l'épaule de Séuchulin. « Oui, je comprends, répondit Séuchulin avec dédain. « Tu sais que je m'en serais occupé même si tu n'avais rien dit. »« Je sais. » James hocha la tête et continua. « Mais te parler de ça, c'est une façon de te témoigner mon respect. » Séuchulin grogna seulement en réponse. «
Poursuivant leur voyage, ils ont parlé et ri jusqu'à ce qu'ils atteignent le magasin. Anneau. Au son d'une cloche, James et Seu Chulin entrèrent dans la boutique. Monsieur Muramasa, James à Lavru est venu chercher sa nouvelle épée, cria James, puisque Muramasa n'était pas au comptoir. Depuis l'arrière-salle, James et Seu Chulin pouvaient entendre la réponse de Muramasa. Tu as un timing impeccable, cria Muramasa en retour. Je viens de finir. Si tu veux essayer, reviens. J'ai un mannequin d'entraînement ici. Suivant les instructions de Muramasa, James et Seu Chulin entrèrent dans la boutique. Lorsqu'ils trouvèrent Muramasa, il se tenait près d'un établi. Sur celui-ci se trouvait un katana au fourreau, presque identique à l'épée chérie de James, Oshiru Sakura. Alors que James se dirigeait vers le banc, il demanda à Muramasa, « Puis-je » Muramasa hocha la tête en guise de réponse, et James prit l'épée et la dégaina. Regardant avec discernement, James commenta, « Hormis l'inversion des couleurs, je ne sens ni ne vois aucune différence avec Oshiru Sakura. » Bien sûr, c'est ce que tu m'as demandé de faire, dit fièrement Muramasa. Désignant un mannequin d'entraînement sur le côté, il poursuivit. Pourquoi ne pas essayer? Secouant la tête, James s'approcha du mannequin d'entraînement. Une fois à la distance souhaitée, il s'arrêta et adopta la posture d'Iedo. Puis il dégaina la lame. Ching. Clic. D'un geste rapide, James dégaina la lame, coupa la poupée horizontalement sans la déplacer, puis la rengaina. Puis il se tourna vers Muramasa et dit, « C'est parfait. » Je suis heureux de l'entendre, répondit simplement Muramasa. Après cela, ils retournèrent à l'avant de la boutique. Après que James eut payé Muramasa pour son travail, le forgeron posa une question. « Tu as déjà un nom pour celui-ci » James hocha la tête puis répondit, « Mangetsu no Shita 2. » Muramasa retourna le nom dans sa tête un instant, puis dit, « J'aime bien. » La combinaison des deux épées donne fleur de cerisier tombant sous la pleine lune, poétique. Après quelques échanges, James et Seu Chulin se dirent au revoir et quittèrent la tente. Peu après, les garçons continuèrent à discuter. James téléporta alors Seu Chulin au domaine d'Alavru. « Eh bien, il est temps de faire un voyage pour voir maître, dit James en créant un cercle de téléportation. Terre des ombres, Dinsket. En parcourant les salles de Dinsket, James arriva à la salle du trône de Skatash, vision des âmes activées. Comme de nombreux types d'esprits sont emprisonnés dans le pays des ombres, Skatash expliqua que cela lui servirait d'entraînement pour distinguer les âmes les unes des autres. En traversant le château, James sentit son excitation monter. Une fois cette compétence maîtrisée, il pensa pouvoir se battre au-dessus de sa position actuelle. Alors qu'il se demandait ce que cela pouvait bien être, James arriva devant la salle du trône. Maîtrisant son excitation, James frappa à la porte. Toc, toc, toc. Maître, c'est moi, James, dit James en se présentant, puis il expliqua la raison de sa visite. Je viens chercher votre aide et vos conseils. Après un moment, la voix majestueuse de Skatash se fit entendre. Écrire. Après avoir reçu la permission de son maître, Jacques ouvrit la porte et entra dans la salle du trône. Cependant, après avoir franchi le seuil, il s'arrêta brusquement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Demanda James, perplexe. Avec la vision de l'âme active, ce que James a vu, c'est que l'âme de Skatash est liée aux terres de l'ombre. Sachant exactement ce que James voyait, Skatash soupira. Tu as grandi beaucoup plus vite que je ne l'espérais, mon élève. Alors, quand tu as dit que tu ne pouvais pas quitter Shadowland avant d'être vaincu, c'est un jas qui t'a piégé dans Shadowland, hein, dit James, l'humeur s'assombrissant. Je voulais être assez vieux pour te vaincre. Que je puisse t'emmener d'ici voir comment la civilisation a progressé au cours des 1500 dernières années. Mais la défaite a un sens plus durable que je ne le pensais. Oui, mais avec ces pièces maléfiques, la possibilité existe toujours, répondit Skatash sans la moindre hésitation. James avait lui aussi envisagé cette possibilité. Cependant, l'idée de tuer son maître ne lui plaisait pas. Ça suffit, dit Skatash, tirant James de ses pensées. Tu es loin d'envisager de me vaincre, et encore moins de me tuer, comme une option réaliste. Maintenant, dis-moi, pourquoi es-tu venu me chercher? Chapitre 25, Naissance d'un roi. 30 janvier. Shadowland, Dinsket, camp d'entraînement. Et, Dreg, demanda James à l'autre réside de son corps. Qu'est-ce que c'est, partenaire, répondit Dreg, l'empereur dragon rouge, avec indifférence. Je suis venu ici pour m'entraîner, n'est-ce pas, demanda James, perplexe. Oui. Pour améliorer votre conscience spatiale et votre contrôle sur votre capacité, sans bons Akura, si je ne me trompe pas. Dreg répondit une fois de plus avec indifférence. Hochant la tête en accord avec ce que Dreg avait dit, James demanda, alors pourquoi diable ai-je l'impression que tout ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé, c'est me faire botter le cul? Ne pose pas de questions stupides, dit Dreg d'un ton légèrement dédaigneux. Tu savais que tu passerais plus de temps à te faire tabasser qu'à t'améliorer quand tu as décidé de venir ici. James ne put que soupirer, sachant que Dreg avait raison. La bonne nouvelle était que Skatash l'avait vaincu jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Le processus étant terminé depuis moins de 3 minutes, elle déclara James suffisamment compétent pour utiliser sa nouvelle capacité au combat. Ces 3 derniers mois, James s'est entraîné avec Skatash pour pouvoir combattre au corps à corps tout en utilisant son bon Akura.
Après avoir frôlé la mort à un point tel qu'il ne veut ni l'admettre ni le compter, James a finalement obtenu l'approbation de Scatash. À vrai dire, si James avait été son maître, il l'aurait été il y a environ 1 mois et demi. Scatash, cependant, a des exigences bien plus élevées que les autres. Des exigences qu'elle respecte, et celles de ses protégés. Dès que tu pourras à nouveau bouger, tu pourras partir, dit Scatash, sortant James de ses pensées. Merci, professeur, dit James avec une sincère gratitude. Secouant la tête en guise de réponse, Scatash se retourna et retourna au château. James resta allongé sur le terrain d'entraînement, incapable de bouger, pendant la demi-heure qui suivit. Pendant ce temps, dans le monde souterrain, rien de notable ne se produisait. Céu Chulin prenait en charge tous ceux qui venaient s'entraîner au domaine d'Alavru. Et comme son maître, l'entraînement se résumait uniquement à des combats. Ensuite, Céu Chulin soulignait les défauts et les pistes d'amélioration qu'il remarquait. Et durant cette période, Tsubaki fut celle qui progressa le plus, ce qui n'est pas surprenant. En revanche, Sona fut celle qui progressa le moins. S'entraîner avec Céu Chulin n'apporte pas grand-chose à une combattante analytique comme elle. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Sur le terrain d'entraînement du domaine, Céu Chulin, Moka et Tsubaki assistèrent à un combat entre Mysore et Koneko. Le combat se termina par la victoire de Mysore. C'est triste à dire, mais Mysore perdrait plus souvent contre Koneko si cette dernière était prête à utiliser le Yujutsu, a déclaré Moka après avoir analysé le combat. C'est peut-être vrai, dit Tsubaki en ajustant ses lunettes. Mais avec un tel traumatisme, en serais-tu capable? Je ne sais pas, répondit Moka, incertain. Ce n'est pas quelque chose dont tu devrais t'inquiéter, intervint Céu Chulin. S'il ne veut pas surmonter son traumatisme, il n'y parviendra jamais. Oui, mais... dit Moka en serrant les poings. En tant qu'ami, je veux la voir progresser. Eh bien, James pourrait probablement... Céu Chulin commença à dire quelque chose avant d'être interrompu par une voix familière derrière lui. Probablement quoi? Demanda James en entrant sur le terrain d'entraînement. En entendant la voix de James, la fatigue du combat de Mysore disparut instantanément. Utilisant sa technique de manipulation de la glace, elle se propulsa à toute vitesse vers James. Elle se lança ensuite vers Céu Chulin, Moka et Tsubaki, les bras ouverts. Cependant, au lieu de la rattraper, James s'éloigna de son point d'atterrissage. Paniqué, Mysore créa une rampe à cet endroit et s'immobilisa en toute sécurité. Alors qu'elle se levait, agacée que James ait évité son étreinte, James apparut et la serra dans ses bras par derrière avant de dire. « Salut Mysore, je suis à la maison », dit James d'un ton doux. Peu habitué à ce que James prenne l'initiative dans l'intimité, le visage et le cou de Mysore s'empourprèrent. Bien que sa colère se soit apaisée, elle baissa la tête pour que James ne voie pas son sourire naissant, puis demanda « Que fais-tu ici ?»« Pourquoi as-tu évité mon câlin ?» demanda Mysore avec une colère feinte. James rit doucement avant de répondre. « Je n'étais pas préparé à un missile, tu sais. » En entendant James raisonner, Mysore baissa encore plus la tête. « Si tu veux m'accueillir chez toi avec un câlin, fais-le normalement, d'accord ?» dit James en relâchant l'étreinte et en tapotant la tête de Mysore. Boudant alors qu'il arrêtait de la serrer dans ses bras, Mysore suivit James vers les autres. « Salut, comment allez-vous ?» demanda James d'un ton désinvolte. Après quelques caresses, accolades et poignées de main, tout le monde commença à raconter à James son entraînement et son quotidien. Le lendemain, James reprit l'entraînement. Et pendant le mois suivant, la situation se déroula sensiblement comme les mois précédant l'examen de promotion de la classe supérieure. La principale différence résidait dans le fait que James disparaissait dans son studio quelques heures par jour pour dessiner un nouveau manga. Déterminé à ne pas dessiner un autre manga de combat, James décida de reproduire School Rumble cette fois. Après 3 semaines de dessin, à raison de 115 chapitres par semaine, James laissa la rédaction à sa mère. 30 jours se sont écoulés ainsi. Bien que sans incident, les réalisations ont été fructueuses. 1er mars, anniversaire de Tiago. Enfer, territoire de Satan, capitale Lilith. Sur la route menant au quartier résidentiel de Satan, James, ses parents et son futur noble marchaient et discutaient. Leur enthousiasme était évident. Mysore et Moka tiraient James par les bras pour l'inciter à marcher plus vite. James, avec un sourire ironique, régularisait sa vitesse pour suivre ses parents et Céu Chulin. Suivant les trois, Céu Chulin riait de la situation difficile de James. La fierté de Léona et Cassiel pour leur fils transparaissait clairement dans leur sourire. « Lancé, tu trouves vraiment ça drôle, n'est-ce pas ?» demanda James en plissant les yeux. « Oui, je le fais », dit joyeusement Céu Chulin. « Soupire, parfois, je me demande ce qui se passe vraiment dans ta tête », dit James en soupirant. « Que veux-tu dire ?» demanda Céu Chulin avec appréhension. « Céu, aidons-nous les uns les autres. Plus vite James sera là, plus vite nous pourrons accéder à sa noblesse, dit Mysore tout en essayant de traîner James. Le sourire de Céu Chulin se figea sur son visage face à la nouvelle direction de Mysore. Sans perdre une seconde, Mysore est intervenu pour remuer le couteau dans la plaie. Mysore, on a déjà eu cette discussion. Ce Tanta n'aime pas ce surnom. Tu devrais utiliser son vrai nom. Et avec l'attaque combinée de Moka, le sourire de Céu Chulin disparut complètement. Je vous déteste tous les deux, vraiment, dit Céu Chulin avec une expression impassible. Mysore et Moka ont ri, beaucoup.
Après 6 mois de la même blague, ce n'est vraiment plus si drôle, pensèrent simultanément James et C.U. Chulin. Bref, il n'y a vraiment aucune raison de se précipiter, dit James, essayant de calmer les filles. Ce n'est pas comme si le monument ou les Evil Pièces allaient disparaître. Profitons du voyage, d'accord? Prenant un moment de réflexion, Mysore et Mocha décidèrent tous deux que se promener bras dessus bras dessous avec James était une merveilleuse idée. Ils cessèrent donc de tirer et suivirent les autres. Après 1 heure de marche tranquille, le groupe arriva au monument que tout nouveau roi devait visiter. Comme chaque ensemble de pièces maléfiques ne comprend que 15 pièces, une dame, 2 fous, 2 cavaliers, 2 tours et 8 pions, le monument fait office de pièce du roi pour chaque futur nouveau roi. Ainsi, avec les pièces maléfiques en main, le nouveau roi doit toucher le monument, qui relie alors l'ensemble de pièces maléfiques au roi et inscrit le diable comme roi d'une nouvelle pairie. En arrivant au monument, le groupe de James aperçut de nombreux visages familiers impatients d'assister à la naissance de sa noblesse. La famille Gremory, avec Akeno et Koneko, la famille Citri, avec Tsubaki et 3 des 4 grands satans. Parmi les personnes qui les attendaient, James connaissait tous, sauf une. Le beau jeune homme aux cheveux verts lissés en arrière et aux yeux bleu clair était l'exception. Putain, quel beau mec, murmura James, provoquant les rires de Mysore et Mocha. Heureusement pour James, Cassiel était là pour expliquer qui il regardait. Soyez poli, réprimanda Cassiel, l'homme aux cheveux verts là-bas est leur Ajuka Beelzebub. James acquiesça à l'explication de son père. Puis il dit, et je parie qu'il te dit aussi d'abandonner, Seigneur, n'est-ce pas? Tandis que James plaisantait avec son père sur son inconfort social, Ria, Akeno et Sona grinçaient des dents en voyant Mysore et Mocha marcher bras dessous avec James. Mysore leur adressa un sourire suffisant en retour. C.U. Chulin, quant à lui, sourit et salua Tsubaki. Ce dernier, lui, se contenta d'un hochement de tête poli. Dès que le groupe de James est arrivé, le premier à parler a été Ajuka. Tu dois être le fils de Cassiel, James, dit Ajuka avec un sourire diabolique. C'est un plaisir de te rencontrer enfin. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi. Et je vous assure que tout le plaisir est pour moi, dit James en s'inclinant avec une politesse parfaite et noble. Avant de reprendre son attitude habituelle et de poursuivre, alors, dois-je t'appeler oncle Ajuka parce que tu es l'ami de papa, ou grand frère, parce que tu es l'ami de grand frère Sirzek et Seratan? Et James m'appelle toujours Seratan, dit Serafal avec joie. Tout le monde ignora les pitreries habituelles de Serafal. Ajuka, cependant, fut prise au dépourvu. En fait, elle ne savait absolument pas comment répondre à la question de James. C'est vraiment le fils de Léona, dit Venlana, surprise. Je connais Ajuka depuis près de 600 ans, et c'est la première fois que je le vois complètement perdu. Est-ce une sorte de pouvoir de lignée? Rhea se joignit également à la conversation. Faire en sorte que ceux qui ont une personnalité bien établie la détruisent. Qu'en penses-tu, Greffia? Bien que Greffia rougisse légèrement aux taquineries de Rhea, son expression faciale ne changea pas du tout. À ce moment-là, Ajuka avait déjà réussi à reprendre sa route. Juste au moment où James décidait de reprendre la parole. Sérieusement, l'ordre d'ancienneté est vraiment chaotique ici, dit James avec un soupir exaspéré. Puis il se tourna vers son père. C'est ta faute, papa. Vu tes amis, tu devrais être de la même génération que moi. Tu gâches vraiment tout pour tout le monde. Les paroles de James firent rire tout le monde. Sauf Cassiel, bien sûr. Puis, James s'approcha de Sirzek et Greffia, les entoura des épaules et murmura assez fort pour que tout le monde l'entende. Gardons le secret, vous avez commis le même crime quand vous aviez Milika, d'accord? Sirzek et Greffia cessèrent immédiatement de rire et se mirent à rougir. Alors qu'ils étaient gênés, James retourna de leur côté du groupe. Ajuka s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention de tous. Il avait bien compris l'essentiel. James, maintenant que tu as 15 ans et que tu es un diable de haut rang, tu es qualifié pour te forger ta propre noblesse. Suite à la déclaration d'Ajuka, la tension monta rapidement. Ajuka sortit alors une petite boîte et fit signe à James de s'approcher. Et après avoir fait vôtre ces pièces maléfiques, vous serez le nouveau roi du monde du diable. James s'avança et accepta solennellement la boîte des mains d'Ajuka. Une fois la boîte entre les mains de James, Ajuka reporta son attention sur la grosse pierre derrière lui. Maintenant, posez votre main sur le monument. Une fois reconnu comme un roi, vos pièces maléfiques se synchroniseront avec vous. Suivant les instructions d'Ajuka, James s'approcha du monument. Tenant la boîte de pièces maléfiques dans sa main gauche, il posa sa main droite sur le monument. Dès que sa paume toucha le monument, une lumière gris foncé enveloppa James, partant de sa main droite. Après avoir enveloppé tout son corps, la lumière enveloppa la boîte. Elle s'ouvrit. Lorsque la lumière entra en contact avec les pièces maléfiques d'un blanc pur, la lumière entourant James et la couleur des pièces virèrent au rose crépusculaire. Peu après, la lumière se rétracta dans le monument, marquant la naissance d'un nouveau roi. À l'unisson, tous félicitèrent James pour son exploit. Et James accepta gracieusement. Par la suite, toutes les personnes présentes ont été invitées au domaine d'Alavru pour célébrer l'anniversaire de James. Chapitre 26, Nouveau départ. La fête d'anniversaire de James fut un événement agréable pour tous. Les adultes se sont régalés de nourriture et d'alcool.
Les enfants aussi ont mangé à volonté. Plus important encore, Ria a su garder le contrôle. Plus précisément, elle n'a montré aucune émotion négative. On aurait dit qu'elle voulait sincèrement parler à James, mais l'ambiance lui disait, à elle et à tous les autres, que cette journée était consacrée à s'amuser et rien de plus. Après une nuit passée à manger, boire et s'amuser, James décida finalement d'utiliser ses pièces maléfiques le lendemain. Comme tous les invités étaient encore à la ferme d'Alavru, ils décidèrent d'assister à l'événement. Et pourquoi tout le monde était-il encore à la ferme d'Alavru? En fait, la réponse est simple. Les adultes se sont saoulés jusqu'à l'épuisement, et les enfants ont joué jusqu'à s'évanouir. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Assis sur les canapés, les fauteuils inclinables et même sur le sol du salon, Cassiel, Léona, la famille Grémory, Théoticus, Venlana, Ria, Greffia, Akeno et Koneko, la famille Citri, Dante, Rhea, Sona et Tsubaki, et les Satans, Sirzek, Serafal et Ajuka attendaient avec impatience la création de la Péri par James. Pendant ce temps, James, Misor, Séuchulin et Moka se tenaient au centre de la pièce, James se tenant devant les trois autres. Dans sa main, James tenait la boîte contenant ses pièces maléfiques. « J'espère que vous êtes tous les trois prêts, » dit James, l'ambition brûlant au fond de ses yeux. « Ce sera notre premier pas vers la création de l'équipe la plus forte que le monde ait jamais connue. » « Ce gamin a vraiment de grands rêves, n'est-ce pas ?» disait Oticus en regardant Sirzek. C'est un fait largement admis que la noblesse de Sirzek, bien que non classée dans le classement Ranking Game, est connue comme la noblesse la plus forte des enfers. Les jeunes devraient rêver grand, dit Sirzek calmement, comme s'il scrutait les rêves d'un enfant. Tu ne devrais pas te reposer sur tes lauriers, mon vieil ami, dit Ajuka d'un ton quelque peu prévenant. Bien que tu sois né avec un immense pouvoir, James, lui, est né avec un potentiel tout aussi grand que le tien. Sans compter qu'il travaille beaucoup plus dur que toi à son âge. En réponse, Sirzek haussa simplement les épaules. La fierté qu'il éprouvait pour sa force était visible aux yeux de tous. Voyant son ami rejeter son conseil, Ajuka secoua la tête et pensa, l'orgueil précède la chute, mon ami. Au fur et à mesure que la conversation progressait, James a terminé son discours de motivation à ses amis. Très bien, commençons, dit James en ouvrant la boîte et fut complètement confus par ce qu'il vit à l'intérieur. Et, remarquant la confusion de James, tout le monde se demanda si son jeu de pièces maléfiques n'allait pas mal. Ajuka s'approcha alors de James. Regardant par-dessus son épaule la mallette ouverte, Ajuka comprit immédiatement ce qui causait la confusion de James. À l'intérieur de la boîte, comme prévu, se trouvaient 15 pièces maléfiques, dont 14 ressemblaient à des pièces d'échecs standards. Cependant, l'une des pièces du chevalier présentait un design différent des autres. Le chevalier était réalisé avec des détails plus fins et des couleurs plus vives. Alors, c'était ça, dit Ajuka, réalisant. C'est ça, quoi, demanda James, la confusion encore perceptible dans son ton et son expression. Ajuka tapota l'épaule de James puis dit, félicitations, James. L'un de tes chevaliers est un pièce mutant. Les yeux de James s'écarquillèrent de surprise. Puis son expression s'emplit de joie. On dit que seul un démon sur 10 possède une pièce maléfique mutée. L'importance d'une pièce mutée réside dans le fait que, compte tenu du pouvoir ou du potentiel d'un individu, plusieurs pièces peuvent être nécessaires pour le réincarner. Cependant, une pièce mutée réduit considérablement le besoin de pièces supplémentaires. Les pièces mutées permettent également de contourner la règle selon laquelle le roi doit dépasser en puissance l'individu qu'il souhaite réincarner, dans la limite du raisonnable. Ajuka retourna ensuite à son siège et James régnait sur son excitation. Où en étions-nous, demanda James d'un ton rhétorique, avant de faire un geste vers Misor. Misor, le premier à avoir décidé de me suivre. C'est juste parce qu'elle t'a rencontré en premier, grommela Moka et détourna le regard lorsque James la fusilla du regard pour avoir interrompu son moment dramatique. Le public a ri de leurs interactions. Pourrais-tu continuer, se plaignit Séuchulin avec impatience. D'accord, petit Séu, calme-toi, dit James avec condescendance. Grrr. Les rires du public se sont transformés en rires. Comme je le disais. James s'éclaircit la gorge, essayant de revenir au sujet. Misor, tu seras le premier à me suivre. Tu seras le premier à rejoindre ma Péri. Sur ce, Misor s'approcha de James. Pendant ce temps, James leva la main vers elle. Au-dessus de sa main levée, 4 pièces, un fou et 3 pions, flottèrent hors de la boîte et planèrent au-dessus de sa paume désormais tendue. Prenant un moment pour y réfléchir, James réalisa que les pièces, elles-mêmes lui indiquaient quelles pièces seraient adaptées à la réincarnation de Misor. Bien que James ait une idée du choix à faire, il décida de demander l'avis de son plus proche allié. Et, Dreg. Qu'en penses-tu, demanda James à Dreg grâce à leur connexion mentale. D'après ce que je sais du système Evil Peace, je choisirais Bishop. James acquiesça, approuvant ses propres réflexions. Il faut comprendre que chaque pièce possède ses propres caractéristiques et attributs qui améliorent ses capacités. Tour augmente la puissance d'attaque physique et la défense. Cavalier augmente la vitesse de déplacement et de réaction. Fou augmente la puissance d'attaque magique et la capacité d'énergie démoniaque. Reine possède les effets combinés des 3 pièces mentionnées ci-dessus. Enfin, il y a le pion.
Bien qu'il ne bénéficie pas du bonus de puissance immédiat offert par les autres pièces, il a la capacité de promotion. Autrement dit, dès qu'un pion atteint un territoire ennemi, il peut acquérir les capacités d'une autre pièce grâce à promotion. Ayant pris sa décision, James posa sa main sur le fou, puis les pions revinrent à leur place sur la mallette. James fit un pas en avant et Mysore ferma les yeux. Puis, James pressa le fou contre la poitrine de Mysore. Dès qu'il entra en contact, la pièce s'enfonça dans la poitrine de Mysore. Au bout d'un moment, sa physiologie commença à changer. Conservant toutes ses capacités naturelles de yokai, elle prit les caractéristiques physiques d'un démon. Et dès la fin du processus, une paire d'ailes noires semblable à celle d'une chauve-souris s'ouvrit dans le bas de son dos. Ouvrant les yeux, Mysore baissa les yeux sur ses mains et fléchit les doigts, puis les bras. Elle vérifia enfin l'état de son corps avant de remarquer les nouvelles ailes qui lui poussaient dans le dos. Et à cet instant, elle sut qu'elle avait avec James un lien qui durerait toute la vie. Perdue dans son excitation, Mysore bondit en avant et serra James dans ses bras. Avant qu'il puisse réagir, Mysore pressa ses lèvres contre les siennes, leur volant leur premier baiser. Un bref baiser empli de toute l'affection de Mysore. À ce moment-là, l'atmosphère se figea et James réfléchit. J'ai un mal de tête qui arrive et je sais que je vais devoir y faire face. Mais j'ai vraiment envie de partir maintenant. 27 minutes plus tard. Après de nombreuses taquineries de la part de Leona, Venelana et Rhea, quelques regards jaloux de son père et des promesses de dispute avec chaque fille qui semblait s'intéresser à lui, James réussit à recréer sa noblesse. Suivant les traces de Seu Chulin et de Mocha, James gagna respectivement un chevalier et une tour. Mocha fit la moue en se disant dernière, mais après quelques caresses et une explication selon laquelle ce n'était que par ordre chronologique, Mocha se calma. Après la réincarnation des nouveaux diables, tout le monde mangea à nouveau ensemble. Après le repas, James organisa des conversations avec Rhea, Sona, Akeno, Mysore et Mocha, qui se dérouleraient au cours du mois suivant. Il prévoyait de terminer le jour de l'anniversaire de Rhea, le 9 avril. Au cours des semaines suivantes, Mysore, Seu Chulin et Mocha ont exploré les changements de puissance et de capacités induits par la réincarnation et les pièces maléfiques. De plus, ils ont commencé à ajouter des exercices d'équipe à leur programme d'entraînement. Prévoyant de participer au jeu de côte à l'avenir, ils savaient tous qu'il était nécessaire d'acquérir de l'expérience en équipe. Un autre point à noter était que James discutait de sentiments amoureux avec les filles. La plupart du temps, toutes les conversations se déroulaient de la même manière. James expliquait qu'il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait et qu'il ne voulait pas se lancer tête baissée dans quoi que ce soit. Il souhaitait passer du temps seul avec chaque fille pour déterminer s'il éprouvait ou non des sentiments amoureux. Comme James évitait généralement le sujet, les filles étaient prêtes à prendre le temps d'essayer de nourrir leurs sentiments pour le moment. La seule conversation différente était celle de James avec Rhea. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Laissant sa conversation avec Rhea pour la fin, James rendit visite au Grémory pour la deuxième fois ce mois-ci. À la sortie du cercle de téléportation, James fut accueilli par une Akeno souriante. Avant qu'il puisse la saluer, Akeno s'approcha, le serra dans ses bras et lui dit « Bienvenue, James Kun. Ravi de te revoir. » Toujours peu habitué à l'intimité, James sourit maladroitement et décida de ne pas la serrer dans ses bras. En voyant l'expression de James, Akeno pensa « Je suppose qu'il ne jouait pas seulement à se faire désirer. » Alors qu'Akeno s'éloignait, James demanda « Est-ce que Rhea est là ?»« Oui, elle attendait ta visite, » répondit Akeno. « Elle est dans sa chambre. Je suis sûr que tu n'as pas besoin que je te montre le chemin. »« Non, ça va, » répondit James avec un sourire. « À plus tard. » Faisant signe à Akeno alors qu'elle s'éloignait, James se dirigea vers la chambre de Rhea après 5 ou 6 minutes. Toc, toc, toc. « Salut Rhea, c'est James » cria James en frappant à la porte. « Il est là ?» Au bout d'un moment, Rhea ouvrit la porte en faisant la moue. Voyant son expression, James inclina la tête, perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas, Rhea ?» demanda James avec curiosité. Soupir, entrez, on pourra discuter, dit Rhea en laissant la place à James. Dès que James entra dans sa chambre, Rhea ferma la porte et se dirigea vers le lit. S'asseyant, Rhea désigna la chaise à son bureau et proposa à James de s'asseoir. « Veuillez vous asseoir. » Secouant la tête, James retira le siège de la table et le plaça devant Rhea, puis s'assit. « Tu m'as vraiment manqué l'année dernière, » dit Rhea sans détour en entamant la conversation. « Je sais que j'ai eu tort, et je sais que des excuses ne changeront pas mon comportement, mais tu m'as vraiment manqué. » Au bout d'une minute, Rhea n'avait toujours pas entendu la réponse de James. Elle décida alors de continuer. « Je ne m'excuserai pas, » dit Rhea, les larmes aux yeux. « Juste, s'il te plaît, dis-moi comment je peux me rattraper. Comment je peux faire en sorte que les choses redeviennent comme avant. » Quand il eut fini, il baissa la tête et mit son visage dans ses mains. « Soupir, Rhea » dit James en tendant la main et en saisissant le menton de Rhea. Il releva ensuite son visage pour la regarder dans les yeux. « Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai arrêté de t'en vouloir. » James tendit alors la main et essuya ses larmes avec ses doigts. « Mais je dois te demander, » dit James d'un ton doux. Mais son regard indiquait à Rhea que l'affaire était sérieuse. « Sais-tu seulement ce que tu as fait de mal ?» À cette question, Rhea respirait plus fort. Puis elle repensa à toutes les conversations qu'elle avait eues avec sa mère sur ses erreurs et sur ce qu'elle pouvait faire pour les réparer elle-même.
Rien que de penser à son comportement la faisait pleurer. Oui. Ria se força à partir entre deux sanglots. Puis elle raconta à James toutes les conversations qu'elle avait eues avec sa mère. Et comment elle avait réalisé à quel point elle avait été horrible. Elle demanda même à James de fixer un rendez-vous pour s'excuser auprès de Mysore. Après que Ria, son visage maintenant couvert de larmes, eut terminé, James la serra dans ses bras. Je ne peux pas dire que les choses redeviendront comme avant, dit doucement James en caressant la tête de Ria et en lui passant les doigts dans les cheveux. Mais je suis prêt à redevenir ami. Quant à l'avenir, seul le temps nous le dira. En entendant que James était prêt à essayer, Ria pleura. Des larmes de joie roulèrent sur son visage, trempant la chemise de James. Merci, merci beaucoup, dit Ria en larmes. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. James continua silencieusement à lui caresser la tête. Devant la porte, Venlana, Greffia, Akeno et Koneko écoutaient. Soupir, James est bien plus que ce que cette fille mérite, dit Venlana. Son sourire contrastait fortement avec ses paroles dures. Chapitre 27, j'ai un marché pour toi. Cela fait 2 mois et demi que James et Ria se sont réconciliés. À cette époque, Ria et Sona ont eu 15 ans. Début avril, Ria a également reçu ses pièces maléfiques et a ajouté Akeno et Koneko à sa pairie, devenant respectivement sa reine et sa tour. De plus, l'une des pièces de Ria, un fou, a muté. Environ 2 mois après Ria, le 7 juin, Sona a également reçu ses pièces maléfiques et a fait de Tsubaki sa reine. Entre ces 2 événements, les 2 héritières reçurent une possible bonne nouvelle. Au début de l'année suivante, elles deviendraient conjointement superviseuses d'une ville du monde des humains, afin d'acquérir de l'expérience dans la gestion du territoire. La ville en question, Kuo, était à l'origine supervisée par Cléria Bélial, membre de la maison de Bélial. Cléria aurait été tuée pour avoir entretenu une relation interdite avec un exorciste de l'église. Après avoir lu le rapport, James suggéra que cela lui semblait suspect. De plus, ses supérieurs lui ordonnèrent d'accompagner Ria et Sona pendant leur séjour dans le monde des humains, en tant que garde. Bien que James ne fût pas perturbé par cette mission, Cassiel, Leona, Venlana et Rea furent très irrités par les implications. Connaissant bien les échelons supérieurs, ils purent lire entre les lignes et comprendre que leur supérieur plaçait James dans une position subordonnée à Ria et Sona. La discrimination que ces nobles de haute naissance exercent contre les demi-diables et les diables réincarnés ne pourrait pas être plus évidente. Décidant de tirer le meilleur parti de la situation, James, Ria, Sona et leurs compagnons décidèrent d'explorer la ville en question. Kuo était une ville tranquille. Le plus intéressant qu'ils y découvrirent fut une académie pour familles aisées, l'Académie Kuo. Cette académie, autrefois réservée aux filles, était devenue mixte il y a 2 ans. Fort de ces informations, James, Ria et Sona décidèrent de se déguiser pour leur séjour dans le monde des humains. De son côté, Seu Chulin décida de ne pas devenir lycéen, prétextant une perte de temps. Sachant que leur déplacement serait restreint après le nouvel an, James et Ria décidèrent de parcourir le monde des humains autant que possible. Sona, quant à elle, dut composer avec le mariage arrangé auquel elle avait été contrainte par les machinations de ses supérieurs. Comme Ria, Sona n'était pas du tout satisfaite de cet arrangement. Elle défia donc son fiancé aux échecs, affirmant qu'elle n'épouserait personne qui ne pourrait la battre. En raison de traditions démoniaques, son fiancé ne pouvait refuser le défi. Cependant, si Sona perdait, le mariage aurait lieu immédiatement, ne lui laissant aucune autre possibilité d'annulation. Heureusement pour elle, Sona remporta la partie. Cependant, en déclarant qu'elle n'épouserait que quelqu'un capable de la battre aux échecs, elle apporta 2 mauvaises nouvelles. Premièrement, des prétendants surgiraient de nulle part pour la gagner en la battant aux échecs. Deuxièmement, et c'est le plus dérangeant des 2, James ne l'a jamais battue aux échecs. Ria décida de voyager à travers l'Europe avant le nouvel an. En moins de 6 mois, elle réussit à gagner 2 nouveaux membres à sa pairie. Le premier, un jeune humain nommé Isaiah, fut rejeté par l'Église après l'échec d'une expérience visant à créer des porteurs artificiels d'épées sacrées. Après sa réincarnation, Ria lui donna un nouveau nom, Kiba Yuto, pour indiquer qu'il avait une nouvelle vie. L'ironie de la situation est que Yuto possédait un Sacred Gear, Swordburst, permettant à son porteur de créer des épées démoniaques de n'importe quel attribut, à volonté. Le second, un vampire nommé Gaspé Vladi, fut tué par un chasseur de vampires après avoir été banni par la faction vampire de Tep. Comme les démons, mais à un degré plus élevé, les vampires discriminent également les sans-mêlés. Gaspé possédait également un Sacred Gear, Forbidden Balor View, qui permettait à son utilisateur de figer temporairement le temps. À cause de cela, Sacred Gear, Ria fut contrainte d'utiliser son mutant Bishop. Malheureusement, Gaspé fut incapable de le contrôler. Le seul malheur de Ria lors de ces 2 recrutements fut de retrouver les 2 enfants juste après leur mort. Heureusement pour tous, la réincarnation des Evil Pièces parvint à ressusciter les défunts. James, qui avait également décidé de voyager à travers le monde des humains, passa son temps à parcourir l'Amérique avec Mysore, Seu Chulin et Moka. Cependant, Moka fut prié de retourner aux enfers lorsque Ria recruta Gaspé pour l'aider dans sa formation. Avant de partir pour l'Amérique, de nombreuses négociations diplomatiques eurent lieu. L'Amérique étant une région directement sous la juridiction du ciel, l'apparition de diables sans autorisation serait considérée comme une invasion. À l'issue de ces négociations, James et sa noblesse furent autorisés à chasser les diables errants et à capturer ou éliminer ceux qui nuisaient aux humains.
Ils furent également autorisés à recruter des êtres surnaturels non désignés comme criminels par le ciel. Après les négociations, James et sa compagnie disposèrent de 5 mois pour explorer le pays de la liberté. Rien de notable ne se produisit durant les 4 premiers mois. Cependant, peu après que Ria eut demandé la présence de Mocha, le trio James, Mizor et Sehuchulin fit face à un imprévu qu'ils ne purent ignorer. Human World, États-Unis d'Amérique, Colorado, périphérie de Colorado Springs. James, Mizor et Sehuchulin observaient un jeune homme aux cheveux blancs, d'environ 18 ans, qui poursuivait un démon errant hors de la ville voisine. Alors qu'ils fuyaient la ville, le groupe de James décida de les suivre. Le jeune homme réussit à coincer le démon errant à environ 5,6 km de la ville, dans une zone boisée. Après un bref combat, il tua le voyou à l'aide de 2 pistolets et d'une grande épée dégainée qu'il portait sur son dos. Il n'y a ni sangle ni ourlet, n'est-ce pas? Demanda Mizor en regardant l'épée du jeune homme aux cheveux blancs. Comment se fait-il que tu ne tombes pas? Si je le savais, je te le dirais, répondit Sehuchulin. Mais ce type est vraiment fort. Oui, ton pouvoir est impressionnant, dit James en se demandant, est-ce bien celui que je crois? Tu veux le recruter? Demanda Sehuchulin. J'adorerais. Mais avant cela, il faudra s'assurer qu'il survive. Lorsque James eut terminé, un groupe de 15 exorcistes de l'église entoura le jeune homme aux cheveux blancs. Voyant cela, James et ses compagnons s'approchèrent du lieu de l'altercation. Dès qu'ils furent à portée de voix, ils entendirent la conversation entre le jeune homme et les exorcistes. « Allez, les gars, vous êtes sérieux? Demanda le jeune homme. Vous m'avez engagé pour tuer un démon que vous ne pouviez pas contrôler, et ensuite vous songez à me tuer parce que votre fierté ne le supportait pas? Rougissant légèrement devant l'évaluation précise de la situation par le jeune homme, le chef des exorcistes commence à ouvrir la bouche avant d'être interrompu par le jeune homme. Laisse-moi deviner, tu fais ça pour te débarrasser d'une autre menace démoniaque, n'est-ce pas? Les gens de l'église sont méprisables, dit Mizor avec dégoût. C'est pourquoi les Yokai n'ont jamais signé d'accord de paix avec l'église. Je pense que seulement la moitié de cela est dû au caractère méprisable de l'église, a analysé Sehuchulin. Confus, Mizor demanda, alors, quelle est l'autre moitié? Ce type est aussi doué pour embêter les gens que James, a déclaré Sehuchulin, levant la main pour pointer James, qui tenait son smartphone en l'air. James, que fais-tu? Demanda Mizor avec curiosité. Oh, je reçois des preuves vidéo de la police. Enfin, de la brutalité des exorcistes, dit James assez fort pour que le jeune homme et les exorcistes l'entendent. Mizor et Sehuchulin regardèrent James avec étonnement. Et, vous êtes là, cria le chef des exorcistes. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Oh, nous, les vieux, dit James avec indifférence. Nous sommes les voyageurs de la pègre dont vos supérieurs vous ont probablement parlé. Tandis que le chef réfléchissait à ce que James avait dit, les 14 autres exorcistes se sentirent ridiculisés et attaquèrent le groupe de James, arme au poing. Dès qu'un coup de feu fut tiré de l'un de leurs pistolets d'exorcisme habituels, James donna un ordre. Intention hostile confirmée, dit James d'un ton sérieux, appréciant la situation. Vous deux, abattez-nous. Mais il n'y a pas de mort. Après tout, nous ne faisons que nous défendre. Compris, répondirent Mizor et Sehuchulin à l'unisson. Le jeune homme aux cheveux blancs était complètement confus. On dirait que le type au téléphone essaie de m'aider. Mais en même temps, on dirait qu'il joue avec les exorcistes, pensa le jeune homme. Au même moment, le chef des exorcistes sortit de ses pensées dès que James donna l'ordre de massacrer ces hommes. Idiot, revenez ici, a crié le chef. Cependant, il réagit trop tard. Le temps que ces mots tombent, Mizor et Sehuchulin avaient neutralisé les 14 hommes. James prit une grande inspiration et dit, tu as perdu de beaucoup, levant la main, le pouce et l'index se touchant presque pour montrer la distance. À cause des provocations de James, le visage entier du chef exorciste devint rouge de fureur et son corps commença à trembler. J'aime bien ce type, pensa le jeune homme aux cheveux blancs. Bon, maintenant que tout cet incident est terminé, vous feriez mieux d'envoyer cette vidéo à son éminence Vasco Strada, dit James avec un sourire béat. Vous ne voulez pas être accusé à tort, n'est-ce pas? James, es-tu le diable? Demanda Sehuchulin sous le choc. Non, répondit James avec dédain. Il est mort il y a des millénaires. De plus, je ne suis qu'à moitié démon. Répondant à la question clairement rhétorique de Sehuchulin, James a terminé de télécharger la vidéo. Moins de 2 minutes plus tard, le smartphone de James sonna avec une sonnerie entraînante. Bonsoir, Votre Altesse Strada. Je suppose que vous avez reçu la vidéo? Oh oui, il est toujours là. Bien sûr, donne-moi une seconde, je lui passe le téléphone. Après cela, James s'approcha du chef des exorcistes. Tenant le smartphone dans sa main tendue, il dit, c'est pour toi, en le lui tendant. Prenant le smartphone, le chef des exorcistes le porta à son oreille. Votre Éminence. Oui, tout était vrai. Oui. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Oui. Compris, monsieur. Pendant ce temps, James s'approcha du jeune homme qu'il observait depuis que James et son groupe étaient apparus. Et gamin, c'est vraiment impressionnant, dit le jeune homme. Non pas que j'en avais besoin. C'est vrai, répondit James. Mais en fait, je préfère jouer avec ce genre de personnes. Ah. J'approuve, dit le jeune homme en riant. Quoi qu'il en soit,
Une fois que cet idiot aura fini de lécher des culs, j'aimerais discuter d'un accord avec toi si tu es intéressé, dit James avec un sourire. Levant un sourcil, le jeune homme répondit, tu dis ça comme si tu savais qui je suis, gamin. La plupart des gens du monde surnaturel connaissent Tony Redgrave, le mercenaire chasseur de démons disparus, dit James avec le même sourire. Ou devrais-je t'appeler Dante, l'un des fils jumeaux de Sparda? Dès que James eut fini de parler, le jeune homme, ou plutôt Dante, dégaina son épée à deux mains et la pointa vers le cou de James. Alors que Dante s'emparait de sa poignée, James matérialisa sa ceinture d'épée, maintenant ornée de deux épées suspendues à sa hanche gauche, dégaina le Mangetsu no Shita et bloqua l'attaque de Dante. Mais qui es-tu? Demanda Dante d'un ton agressif. Allons, même si ça ne me dérange pas de parler avec nos épées, dit James en repoussant l'épée de Dante et en rengainant la sienne, pour montrer qu'il n'avait aucune intention hostile. Voyant cela, Dante baissa son épée. Il ne baissa cependant pas complètement sa garde. Que veux-tu? Demanda Dante. Comme je l'ai dit, j'aimerais discuter d'un marché, dit James, puis il regarda et vit l'exorciste ramper encore. Dès que cet idiot aura fini de lécher des culs, bien sûr. Chapitre 28, établir une base dans le monde humain. Human World, États-Unis d'Amérique, Colorado Springs. Dans une chambre d'hôtel de classe moyenne, James, Mizor et Seu Chulin sont assis en face de Dante, un beau jeune homme, mi-démon, mesurant environ 1,90 mètres, aux épaules ondulantes. Argenté et d'un bleu glacial perçant. Avec une grande épée à double tranchant dans le dos et une paire de pistolets de gros calibre à la taille, assorti au manteau rouge qu'il porte sur une chemise, un pantalon et des bottes noires, il est certainement très bien équipé. Il travaille comme mercenaire chasseur de démons. Après les présentations et les plaisanteries, Dante était prêt à passer aux choses sérieuses. Comment connais-tu ma véritable identité? Dante posa la question qui l'intéressait le plus. Au lieu de répondre directement à la question, James s'est lancé dans une explication. Sparda, aussi connu sous le nom de Chevalier Noir et le plus grand épéiste des enfers de tous les temps, était le général numéro 1 du Lucifer originel. Avant la Grande Guerre, Sparda en vint à considérer le fait de traiter les humains, méprisés par la plupart des démons, comme du bétail. Un acte dénué d'honneur. Et à cause de cette différence idéologique, Sparda trahit les démons et dédia son épée à la protection des humains. Lors de sa défection, il affronta Lucifer au combat. Sparda et Lucifer en sortirent grièvement blessés. Mort de Lucifer et plus tard des trois autres satans originels à la fin de la Grande Guerre, raconta James, expliquant ce qu'il savait de Sparda à partir des archives historiques. C'est tellement connu que n'importe qui, suffisamment intéressé, pourrait le déchiffrer sans effort, dit Dante, sa patience commençant à s'épuiser. Bref, je t'ai demandé comment tu savais que j'étais le fils de Sparda, et pas grâce à une foutue leçon d'histoire. Levant les mains avec charme, James répondit, waouh. Calme-toi, je voulais juste m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Grognant d'agacement, Dante fit signe à James de continuer. Où en étais-je? Se demanda James avant de poursuivre. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûr que vous pouvez constater que les démons n'étaient pas ravis de la trahison de Sparda. Pendant des siècles, des assassins furent envoyés à sa poursuite, sans aucun résultat, si ce n'est la perte de nombreux démons puissants. Cette traque dura jusqu'au début de la guerre civile des diables. Après des siècles de paix dans le monde souterrain et la naissance de nombreuses nouvelles entités politiques, Sparda finit par s'installer avec une humaine. Après la naissance de ses enfants, Sparda décida qu'il n'avait plus besoin de son pouvoir. Il commanda donc 2 épées, puis sacrifia ses pouvoirs et les imprégna, bien que plusieurs années plus tard, ce qui était inévitable, sans que son immense énergie démoniaque ne contribue à sa survie. Avant que James ne puisse continuer, Dante leva sa main droite pour indiquer qu'il avait quelque chose à dire. Oui, Dante-kun, dit James, imitant le ton d'un professeur japonais. Alors que Mizor riait de la blague de James, Seu Chulin et Dante avaient la même pensée. Ce type est un vrai casse-pied. Sérieusement, comment as-tu eu toutes ces informations? Demanda Dante en se frottant les tempes, exaspéré. Eh bien, je ne peux pas vous dire comment j'ai obtenu ces informations à moins que vous n'acceptiez le marché que je compte vous proposer, répondit James en réponse à la question de Dante. Il poursuivit, mais je peux affirmer que ces informations ont été recueillies à l'origine par les descendants des satans originels. En entendant la réponse de James, l'émotion qui l'envahissait fit perdre courage à Dante. Il parla alors avec une intention meurtrière. L'ancienne faction de Satan. Ces salauds paieront pour avoir tué ma mère. Je crois que tu connais la fin de l'histoire, murmura James d'une voix suffisamment forte pour que seul lui et ses compagnons l'entendent. Maudit saboteur. Mizor et Seu Chulin ont plaisanté sur la mauvaise blague de James. Ne me regarde pas comme ça, je sais que c'était trop, dit James en réponse à leur regard. Finalement, Dante s'est calmé. Alors, quel est ce marché que tu me proposes? Demanda Dante. Eh bien, j'allais t'offrir la chance de créer ta propre entreprise de chasse aux démons, dit James avec indifférence. Et le problème? Je veux que tu rejoignes ma pairie. Attends. Baisse ton épée, dit James en agitant frénétiquement les mains. Pourquoi diable rejoindrais-je votre noblesse? Demanda Dante avec dédain. Eh bien, je paierai tout le travail que tu fais pour moi. Cela comprend les enquêtes, la chasse aux démons, les assassinats et la participation au jeu de classement. En plus, tu recevras un salaire, expliqua James avec un sourire malicieux. Je sais que tu es très mauvais en gestion financière.
En entendant les conditions de James, les yeux de Dante s'illuminèrent. Mais à la dernière phrase, il se retourna. La tête toujours tournée, il demanda « Qu'en est-il de la vision de l'entreprise ?» Je me suis dit « Je l'ai », répondit James. J'achèterai un terrain et je m'occuperai des coûts de construction et d'enregistrement de l'entreprise, tant du côté humain que surnaturel. Affaire, s'exclama Dante en tendant la main droite. Prenant la main de Dante, James la serra et dit « Ravi de faire affaire avec toi. » Dès que Dante accepta de rejoindre la pairie de Jacques, 8 pièces apparurent entre les deux demi-démons. Le chevalier mutant se distingue parmi les 7 pions. Merde, ton potentiel est impressionnant, dit James avec quelques éloges. Ne devrais-tu pas louer ma puissance, demanda Dante d'un ton légèrement confus. Non, si on se battait jusqu'à la mort, tu perdrais, dit James d'un ton désinvolte. Si tu éveillais ta capacité de lignée, déclencheur du diable, ce serait un désastre. James n'était pas sûr de pouvoir vaincre Dante si son déclencheur du diable se réveillait. Mais parfois, un peu de confiance peut faire beaucoup. James a ensuite attrapé le mutant chevalier et l'a poussé contre la poitrine de Dante, tandis que les autres pièces retournaient d'où elles venaient. Donc, il semble que puisque les pièces maléfiques sont liées à moi, elles apparaîtront quand j'en aurai besoin ou que je pourrai les utiliser, pensa James en regardant les pièces de pion disparaître. C'est bon à savoir. Ensuite, James et Dante discutèrent des détails de l'accord. 2 jours plus tard, James, Misor, Séuchulin et Dante retournèrent au domaine d'Alavru par le point d'entrée officiel des enfers. À l'approche de la fin novembre, les 3 nobles nouvellement établis disposaient d'un peu plus d'un mois pour mettre de l'ordre dans leurs affaires avant leur séjour prolongé dans le monde des humains. Cela ne signifie pas qu'ils y resteraient confinés pendant toute la durée du séjour. Mais il faut savoir qu'ils y passeraient une grande partie de leur temps. Tout au long de ce mois, le groupe a pris certaines décisions. Ria, l'otaku, décida d'abord qu'elle et ses camarades de classe vivraient dans les dortoirs de l'Académie Kuo. Ayant vu la vie en dortoir dans l'anime, elle pensa simplement que ce serait amusant. Kiba et Gaspé, quant à eux, resteraient aux enfers un moment encore. Kiba, pour continuer son entraînement à l'épée avec le chevalier de Sirzek, Okitasuji. Gaspé, quant à lui, continuerait à travailler son contrôle énergétique. Avec un meilleur contrôle de son énergie, le risque que Gaspé perde le contrôle de la vision interdite de Balor diminuerait, du moins c'est ce qu'imaginait Ajuka Bilzebub. Sona décida d'acheter une propriété, suffisamment grande pour abriter une famille noble de 16 membres. Sona et Tsubaki iraient à l'école. James, comme Sona, décida d'acheter une propriété pour lui et sa noblesse. Leona acheta également un terrain en périphérie de Kuo et commença la construction de la boutique Demon Slayer de Dante. Cependant, les modalités de la noblesse de James étaient légèrement différentes de celles de Ria et Sona. D'une part, Séuchulin et Dante n'allaient pas à la salle de sport. Séuchulin prétendait que ce serait une perte de temps, tandis que Dante était un peu vieux pour un lycéen, et qu'il avait une entreprise à gérer. De plus, Dante vivrait dans sa boutique et non sur la propriété. Leona, quant à elle, vivrait sur place, affirmant qu'elle continuerait à travailler comme manager de James pour son travail de mangaka. Sa véritable raison ? Elle n'était tout simplement pas prête à laisser son bébé grandir sans elle pour le surveiller. Peu après le changement de calendrier et l'arrivée de la nouvelle année, Leona, James, Ria, Sona et les membres des 3 nobles partirent pour le monde des humains. Jusqu'à la rentrée scolaire, Ria, Akeno et Koneko vivraient avec Sona et Tsubaki. De plus, 15 jours plus tard, James, Ria, Akeno, Sona et Tsubaki devraient passer l'examen d'entrée. Compte tenu de leur niveau d'éducation aux enfers, ils n'auraient aucun mal à intégrer l'académie. Mais s'ils n'y parvenaient pas, un léger contrôle mental démoniaque s'en chargerait. 3 janvier. Le groupe pénétra dans l'un des quartiers les plus huppés de Kuo. Il s'avéra que les maisons de James et de Sona se trouvaient dans le même quartier. Bien que James ait parlé de coïncidence, les lueurs sournoises dans les yeux de Leona et de Sona racontaient une toute autre histoire. Cependant, lorsque James vit que leur maison était de l'autre côté de la rue, il ne put plus se mentir. Sona et sa mère travaillaient ensemble, et leur objectif était évident, ce qui l'empêchait d'échapper à la confrontation avec ses sentiments. Voyant la proximité de Sona avec James, Ria commença à penser qu'elle avait fait le mauvais choix en choisissant de vivre en résidence universitaire. Cependant, son esprit otaku l'a convaincu que, même pour un an seulement, elle devrait faire l'expérience de la vie en résidence. Akeno et Koneko, quant à eux, avaient le regard amer en regardant Ria. Pourquoi voudrait-on vivre en résidence universitaire alors qu'on peut vivre dans le luxe ? Siffler. En entendant ce sifflement, tous tournèrent leur attention vers sa source. Là, ils virent Dante contempler avec stupeur la maison de James. Alors, James, tu as dit que cette maison avait été achetée avec ton propre argent, demanda Dante avec enthousiasme. Tes parents n'ont rien donné ? Celui qui a répondu à la question de Dante n'était pas Jacques, mais Moka. Tu parles comme un plouc, Dante, dit Moka d'un ton dédaigneux. Puis, d'un ton fier, elle ajouta, si tu savais combien d'exemplaires des 2 mangas de James se sont vendus dans tout le royaume, ce manoir ne te dirait rien. Merde. Dit Dante, une pointe d'envie dans la voix. C'est donc pour ça qu'il pouvait se permettre de m'accorder de tels avantages pour avoir rejoint sa pairie. Même s'il ne prêtait pas attention à la conversation entre Moka et Dante, James sentait que l'occasion de faire des acrobaties s'offrait à lui. Il se tourna alors vers sa mère et lui demanda.
Maman, je sais que je t'ai laissé le choix, mais quelle voiture as-tu décidé d'acheter au final? Eh bien, je n'arrivais pas vraiment à décider lequel était le meilleur, dit Léona, inconsciente des manigances de son fils. Puis elle poursuivit, alors je les ai achetés tous les deux. Ils devraient être dans le garage en ce moment. Entendant leur conversation, Séhuchulin demanda, alors tu as acheté deux voitures. Pourquoi n'as-tu pas pu décider laquelle tu préférais? Oui, répondit Léona, confuse, avant de poursuivre. Ils n'ont pas mis la pression financière sur James, alors je les ai achetés tous les deux. Avant que Séhuchulin ne puisse ajouter quoi que ce soit, Tsubaki demanda, les yeux brillants. Quel genre de voiture as-tu acheté? Tante Léona? Bien que ce soit loin d'être une obsession, Tsubaki a développé un intérêt occasionnel pour les voitures après avoir appris comment fonctionnaient les moteurs dans l'un de ses cours de sciences Underwall. Léona répondit nonchalamment à la question de Tsubaki. Ah, une Rolls-Royce et une Bentley. Je ne me souviens plus lesquelles, mais elles étaient magnifiques. À l'exception de James et de Léona, tous restèrent bouche bée. Même si aucun d'entre eux n'était passionné d'automobile, ils reconnaissaient tous les constructeurs automobiles les plus luxueux du monde. Applaudir. Bon, allons déposer nos bagages, dit James après avoir attiré l'attention de tous par un grand applaudissement. Une fois que tout le monde aura rangé ses affaires, on fêtera le déménagement. On pourra commander des sushis et passer le reste de la journée. Alors que James sortait tout le monde de leur stupeur, il était intérieurement ravi par l'idée. Et c'est comme ça que les cascades sont réalisées. Chapitre 29, un autre baiser volé. Cela fait un mois que les démons des groupes Alavru, Grémory et Citri se sont installés dans le monde des humains. Les examens d'entrée au lycée ont été réussis, comme prévu, James, Ria, Sona, Akeno et Tsubaki les ont passés. À en juger par l'expression de chacun en quittant la salle d'examen, aucun d'entre eux ne devrait avoir de problème pour intégrer l'Académie Kyo. En revanche, Sona utilisait un pseudonyme lorsqu'elle vivait dans le monde des humains. Au lieu de Sona Citri, elle sera connue sous le nom de Shitori Sona. Avec ses cheveux noirs, ses yeux sombres, ses traits délicats et sa silhouette élancée, se faire passer pour une japonaise ne pose aucun problème. Dans 15 jours, les résultats de l'examen d'entrée seront annoncés. Pendant ce temps, Ria et Sona, les superviseurs de Kyo, effectuaient leur ronde et rencontrèrent tous les êtres surnaturels recensés de la ville. James, garde désigné, les accompagnait. Pendant que votre noble était de service. Depuis sa tente à la périphérie sud de la ville, Dante surveillait les intrusions d'êtres surnaturels venus du sud. Mysore était chargé d'observer le nord. Grâce à une fine couche de glace étalée sous terre, elle serait alertée de toute intrusion grâce à son lien avec la glace. Séhuchulin avait plus de difficultés avec la zone qui lui était assignée. Bien qu'il puisse étendre sa portée pour couvrir plus de terrain, il ne pouvait couvrir tout le périmètre ouest de la ville. Moka avait une vie relativement plus facile que Séhuchulin. En tant que vampire, elle pouvait communiquer avec les chauves-souris des environs et leur ordonner d'explorer la zone, puis de lui signaler toute intrusion. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres depuis son arrivée à Kyo, James a trouvé du temps libre. Et aujourd'hui, il est sorti avec Moka. L'une des choses qu'il a pris soin de vérifier lorsque le groupe a décidé d'intégrer la Kyo Academy était de savoir si l'école avait un club de MMA. En fait, il n'en a pas. James devrait donc en créer un lui-même. Heureusement pour James, il est riche comme un roc. Il avait déjà fait un don pour créer une salle d'entraînement de MMA dans l'enceinte de l'école. Et avec un peu de cette vieille magie démoniaque, elle serait opérationnelle dès la rentrée. James et Moka achètent donc le mobilier nécessaire pour la salle d'entraînement. Monde humain, Japon, Kyo. Dans le plus grand magasin d'articles de sport de la ville, James et Moka examinent l'équipement disponible pour l'entraînement au sport de combat. Alors, de quoi aurions-nous besoin, à ton avis, demanda James, la main sur le menton. Moka réfléchit, puis posa une question en guise de réponse. Ce que l'entreprise de construction installera dans le bâtiment. La clôture de l'octogone, le sol rembourré pour les takedowns, le jeu au sol et l'entraînement aux soumissions, tout le matériel des vestiaires, Je ne me souviens pas de tout. Eh bien, d'après ça, répondit Moka après un moment. On va avoir besoin de sacs de frappe. De ballons de vitesse. De gants de rechange, de matériel de musculation. Mais je ne suis pas sûr pour ce dernier. Non, c'est une excellente idée. James approuva l'avis de Moka. Même si on n'a pas besoin de beaucoup de poids, c'est bien d'en avoir sous la main. Renforcer son corps rendra la plupart des techniques plus efficaces. Après avoir terminé, James sourit et tapota la tête de Moka. Moka lui rendit son sourire radieux. En voyant le sourire de Moka, James se souvint. Je me souviens de la première fois où j'ai caressé ta tête, tu as frappé ma main si fort que mon poignet a enflé. Tu dois absolument mentionner ça, demanda Moka en rougissant. Je disais justement que beaucoup de choses ont changé en 1 an et demi, a déclaré James en riant. J'ai grandi. Je mesure maintenant 1,88 mètres, 1,88 mètres. Je suis même plus grand que Lancé. Ouais, on dirait qu'il a arrêté de grandir, dit Moka en riant. Toi aussi, tu as grandi, dit James en mesurant la taille de Moka du bout des doigts. Tu fais combien? Tu fais 1,65 mètres maintenant, c'est ça? Moka hocha la tête en guise de réponse. Je suis contente de ne pas être une petite fille comme Mysore. Ah, eh bien,
Oui, elle est un peu petite. Tout en discutant et en profitant de leur compagnie, ils laissèrent inconsciemment de la place à tous les articles utiles dans la salle d'entraînement. Lorsque James fut prêt à partir, il se dirigea vers l'entrée du magasin. Il n'y avait aucune raison d'acheter le matériel si tôt. Mais avant qu'il puisse faire plus de quelques pas hors du rayon, quelqu'un de beaucoup plus petit que lui prit la main. Il regarda alors le propriétaire de cette main. « Quoi de neuf, Mocha ?» demanda James, rougissant légèrement devant cette poignée de main inattendue. « Pendant qu'on est là, tu devrais te procurer du matériel, » dit Mocha en souriant. On n'a jamais utilisé de gants ni d'équipement de sécurité aux enfers. Mais ce serait étrange qu'on ne les utilise pas ici. S'arrêtant pour réfléchir aux paroles de Mocha, James accepta. Tu as raison, je devrais acheter du matériel, dit James en secouant la tête, complètement inconscient de ce qu'il s'était fait. Excellent, s'exclama Mocha avec enthousiasme, surprenant James par son enthousiasme. Je t'aiderai à choisir l'équipement idéal et quelques pièces détachées. À ce moment-là, James réalisa ce qu'il avait fait. J'ai ranimé l'un des démons du shopping. Zut. Mais quand James vit le sourire sur son visage, il pensa en lui-même. Si elle sourit comme ça, si on va faire du shopping avec elle de temps en temps, ce ne sera peut-être pas si mal. 2 heures plus tard. Avec 2 sacs de courses dans sa main droite, James remettait maintenant en question cette ligne de pensée. Les rayons vêtements et équipements n'étaient pas si grands. Comment avons-nous pu passer 1 heure et demie à choisir nos affaires tout seuls? Juste au moment où il avait cette pensée, James et Mocha arrivèrent chez lui. Et James réalisa. Je porte 2 valises. Pourquoi les porte-je toutes les 2 dans ma main droite? Puis il regarda sa main gauche. Il était étroitement enroulé autour de la main droite beaucoup plus petite de Mocha. Et, depuis combien de temps je lui tiens la main, pensa James. Non pas que je me plaigne, j'aime juste la sensation de le serrer dans mes bras. Comme James le pensait, Mocha et lui franchirent la porte d'entrée. À leur arrivée, Mocha ouvrit la porte de la main gauche, puis se tourna vers James. Je me suis bien amusé aujourd'hui, a déclaré Mocha avec un sourire radieux. C'est bien, je me suis bien amusé aussi, répondit James avec un sourire tout aussi radieux. Puis, avant qu'il puisse réagir, Mocha se dressa sur la pointe des pieds et vola le second baiser de James. À cet instant, l'esprit de James s'effondra. Lorsqu'il se ressaisit, Mocha sourit, retira sa main de celle de James et ouvrit la porte d'entrée. Après avoir franchi le seuil, elle se tourna vers James. Nous devrions avoir une autre réunion bientôt, dit Mocha avec un sourire avant de tourner les talons et de courir vers la maison. Abasourdi, James porta ses doigts à ses lèvres et sentit la chaleur persistante des lèvres de Mocha. Cela semblait différent de celui volé par Mysore, pensa James. Il est logique que les 2 baisers soient différents. Outre le fait qu'ils provenaient de 2 filles différentes, celui de Mysore était totalement instinctif, sous l'effet d'une émotion intense. Mocha maîtrisait parfaitement ses émotions dès le début et comptait bien partager ses sentiments avec James par ce baiser. James sentit alors un frisson lui parcourir l'échine. En se retournant, par les fenêtres de la maison Shitori, il aperçut 2 paires d'yeux violets et une paire d'yeux bleus qui le fixaient avec jalousie. Se retournant alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, il aperçut le visage souriant de sa mère. Merde, s'exclama James intérieurement. Je peux gérer Ria, Sona et Akeno tant que je leur laisse un peu de temps seuls, ils finiront par se calmer. Mais maman va me harceler à ce sujet pendant un bon bout de temps. Il faut que j'essaie de la reconcentrer. Dis donc, maman, je suis de retour, dit James en souriant en soulevant les sacs de la main droite. Mocha m'a aidé à choisir du matériel de MMA pour la création du club de MMA à l'école. Oh, pourquoi ne viens-tu pas me montrer, demanda Léona, visiblement intéressée. Oui. Mission accomplie, se réjouit James intérieurement. Pendant que tu montres ton nouvel équipement, tu peux me dire ce que le baiser de Mocha t'a fait ressentir, dit Léona avec un large sourire fendu. Zut. Je crois que j'ai fêté ça trop tôt, dit James, les épaules affaissées. Je sais que tu ne pensais pas que ça marcherait, n'est-ce pas, demanda Léona, remarquant le langage corporel de James. Reprenant ses esprits, James haussa les épaules et répondit, non. Mais je devais essayer. Eh bien, je suppose que je ne peux pas te reprocher d'avoir essayé, dit Léona en riant. Viens. Il faut qu'on parle. J'ai besoin de savoir ce que tu pensais à ce moment-là. Pendant ce temps, Mocha, rougissante comme une folle, marchait d'un pas rapide dans la maison. Elle avait juste envie d'aller dans sa chambre et de crier dans son oreiller. J'ai réussi. J'ai vraiment réussi, pensa Mocha. En plus, je sais que quelqu'un regardait de l'autre côté de la rue. Je ne sais juste pas qui. Je suis contente que Mysore ait rafraîchi sa glace en périphérie, sinon je n'en aurais jamais su la fin. Mysore, qui rentrait chez elle après avoir refroidi la glace qu'elle ressentait lorsqu'elle entrait et sortait de la ville par le nord, éternua soudainement. Se frottant le nez, Mysore demanda, sans s'adresser à personne en particulier, je me demande qui pense à moi. Au même moment, dans la boutique de Dante, qui n'a pas encore été officiellement ouverte, Dante mettait la dernière main à la décoration intérieure. Une fois tout préparé comme il le souhaitait, Dante s'assit et prit une part de la pizza qu'il avait commandée un moment plus tôt. Peu après, un homme d'âge mûr entra dans la boutique. Après une brève conversation, l'homme attira Dante dans un piège évident. Se faisant passer pour son frère, Virgile était celui qui l'avait envoyé. Pourtant, Dante était prêt à décliner l'invitation.
Jusqu'à ce qu'une horde de morts-vivants de bas niveau déferle sur les murs et les vitrines de la boutique. Après avoir réglé leurs problèmes, Dante décida de découvrir ce que manigançait l'homme d'âge mûr, ou plutôt, son frère, lorsqu'il trouva une carte indiquant l'emplacement de Virgile. Mais avant de partir, je ferais mieux d'avertir James, se dit Dante en contemplant les vestiges de sa boutique. Où il peut me faire payer les réparations. Chapitre 30, Temant Nigru. Monde humain, Japon, Kuo. Peu après avoir été attaqué dans sa boutique, Dante se rendit chez Alavru. Lorsqu'il frappa à la porte, il fut accueilli par James. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça, pensa Dante. Pourquoi a-t-elle l'air si heureuse de me voir? De toute façon, si elle est de bonne humeur, elle pourra payer les réparations dans mon atelier. Quand James ouvrit la porte évidente, il comprit que l'enfer qu'il avait subi touchait à sa fin. Même si cela faisait plus d'1 heure qu'il était rentré des courses avec Moka, Léona lui demanda ce que le baiser de Moka lui avait fait ressentir pendant tout ce temps. Avec l'arrivée de Dante, Léona avait maintenant une raison d'oublier. Dante, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda James avec un sourire reconnaissant. Pour que tu sois si en retard, il a dû se passer quelque chose. Eh bien, j'ai été attaqué il n'y a pas longtemps, répondit Dante avant de commencer à s'expliquer. On dirait que mon frère prépare quelque chose de stupide et dangereux. Je dois voir ce qui se passe et l'arrêter. Dante a environ 19 ans maintenant, donc je suppose que c'est à peu près cet âge-là. Mais je me demande comment la différence sur la scène mondiale et mon intervention vont changer les choses, pensa James. Je sais que Temant Nigru existe dans ce monde. Si je me souviens bien, Sparda l'a scellé pour contrecarrer le plan initial de Lucifer de l'utiliser pour relier le monde des humains au monde des morts. Autrement dit, il sera rempli de morts vivants et de gardiens du chemin en colère que Sparda a scellé lorsqu'il a ruiné le plan de Lucifer. Alors, tu veux affronter ton frère et l'arrêter s'il fait quelque chose qui met le monde des humains en danger, c'est ça? Demanda James, confirmant les intentions de Dante. C'est vrai. Dante hocha la tête. La dernière fois que je l'ai vu, il disait que tout ce qui l'intéressait au monde était d'acquérir du pouvoir. Je sais donc qu'il est prêt à tout pour l'obtenir. Alors, la dernière fois que vous vous êtes vus, vous vous êtes disputés? Demanda James. Dante tourna maladroitement la tête en réponse. James hocha la tête en signe de compréhension et continua. C'est vrai. Et je crois que tu as pris une raclée. Sans répondre, Dante grogna simplement de frustration. Tout va bien. James hocha la tête. Laisse-moi une seconde pour dire à maman que je viens avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Refusa Dante avec véhémence. Avant de poursuivre, c'est mon frère qui met ce bazar, c'est moi qui m'en occupe. Du calme, mon pote, dit James nonchalamment, espérant que Dante réagirait ainsi. J'ai dit que j'irais avec toi pour plusieurs raisons, et aucune n'est liée à ma volonté d'interférer dans ton combat avec Virgile. Tout d'abord, je viendrai en guise de garantie, dit James, avant de poursuivre. Si les choses tournent mal et que vous êtes plus nombreux que vous ne pouvez en affronter seul, je m'occuperai d'eux, et d'eux seuls. Hochant la tête en signe de compréhension, Dante demanda, et quelle est la deuxième raison? Qu'il soit ton frère ou non, Virgile est un demi-démon, dit James en début d'explication. Je vais devoir informer les 4 grands satans. Il faudra qu'ils soient informés des démons qui sèment le trouble dans le monde des humains. Serrant les dents de frustration, Dante a finalement abandonné. Il y a une autre bonne raison pour que je t'accompagne, dit James d'un ton séducteur. Si j'ai les coordonnées, je peux me téléporter. Je sais que tu ne peux pas faire ça. Imagine l'argent que tu devrais dépenser en voyage si tu allais loin. Dante frissonna à cette pensée. Très bien, allons-y, dit Dante avec beaucoup moins de réticence. Bien sûr, donne-moi une seconde pour le dire à maman, puis nous partirons tout de suite, dit James avec un sourire radieux. Je peux enfin me libérer des techniques d'interrogatoire angélique de maman, pensa James avec joie. Après cela, James retourna en courant et informa Léona de sa petite excursion impromptue avec Dante. Quelques instants plus tard, James revint. Très bien, allons-y, dit James avec enthousiasme. Se grattant la tête maladroitement, Dante s'efforça de dire une dernière chose à James. N'entendant pas l'accusé de réception qui l'attendait, James se tourna pour voir l'étrange expression sur le visage de Dante. Il se passe quelque chose? Demanda James, perplexe. Eh bien, tu vois. Balbutia Dante. Prenant une grande inspiration, il finit par tout cracher. Pendant l'attaque, alors que j'étais sous la tente, j'ai été gravement blessé, et... Oh, c'est tout, interrompit Thiago. Puis, en chantant, il continua. À notre retour, parlant à maman. On réglera ça en un rien de temps. Dante soupira de soulagement. Mais avant qu'il ne s'excite trop, James poursuivit. Je suis sûr que le plan de paiement sera raisonnable, dit James sur le même ton. Allons-y. Par la suite, visiblement angoissé à l'idée de contracter une nouvelle dette, Dante transmit les coordonnées indiquées sur la carte à James. Un instant plus tard, un cercle magique de téléportation apparut autour d'eux et commença à s'élever. Lorsqu'il disparut enfin, James et Dante étaient introuvables. Human World, une île inhabitée dans les mers du Sud. Au centre de l'île se dresse une haute et ancienne tour, clairement issue des enfers. Au sommet, 2 hommes surveillent les environs. Le premier était l'homme d'âge moyen apparu dans la boutique de Dante quelques heures auparavant.
Le second est Virgile, un grand jeune homme aux cheveux blancs argentés lissés en arrière, aux yeux bleus et aux traits identiques à ceux de son jeune frère jumeau Dante. Il portait un manteau bleu sur une chemise noire, un pantalon noir et des bottes noires, un katana attaché à la taille. « Arkham, as-tu transmis le message ?» demanda froidement Virgile en contemplant le paysage insulaire. « En effet » répondit l'homme d'âge moyen d'Arkham. « Viendra-t-il » demanda à nouveau Virgile, cette fois en tournant son attention vers Arkham. « Je pense que oui » dit Arkham avant de commencer à s'expliquer. À mon arrivée, il n'avait pas l'air intéressé. Mais après avoir lâché sur lui quelques dizaines de créatures infernales, je suis sûr qu'il sera suffisamment provoqué pour venir ici. Hochant la tête, Virgile tourna son attention vers les alentours de la tour. Quelques instants plus tard, il vit la lumière d'un cercle magique apparaître au loin. « C'est un cercle de téléportation ?» demanda Virgile à Arkham en pointant l'éclairage au loin. Regardant dans la direction indiquée par Virgile, Arkham plissa les yeux pour mieux voir et répondit « Oui. » Quand Dante a-t-il appris un truc pareil pensa Virgile à voix haute. Dès que le cercle magique de téléportation disparut, James et Dante apparurent à sa place. Jetant un coup d'œil autour d'eux pour examiner les environs, ils aperçurent tous deux la tour gigantesque au loin. Siffler. C'est une grande tour, dit Dante, accompagné d'un sifflement. James, en revanche, n'était pas aussi irrévérencieux. Feignant la surprise, il raconta à Dante tout ce qu'il savait sur le temant nigru. C'est terrible, dit James d'un ton sévère. Tu dois arrêter ton frère, sinon le monde des humains sera envahi par ces morts-vivants dont les âmes étaient trop corrompues pour le cycle de la réincarnation. Dante hocha la tête avec la même expression sévère. Oh, et si tu te trompais, dit James, un sourire remplaçant son expression sévère. Ne t'inquiète pas. Non seulement je te sauverai la mise, mais je nettoierai aussi le bazar. Va-t'en, répondit Dante d'un geste de chasse. Ce n'est rien. James hocha la tête en guise de réponse. Souviens-toi juste que je te regarderai. Alors reste classe. Et avant que Dante ne puisse répondre, James Flash s'éloigna. Zut. Il est vraiment rapide, dit Dante avec le même étonnement qu'en voyant James utiliser Flash Step pour la première fois. Dès que James fut parti, Dante se dirigea vers la tour. Du haut de celle-ci, ses deux observateurs étaient perplexes. Qui était l'autre garçon demanda Virgile, la voix confuse. Et pourquoi est-il parti? Prenant quelques instants pour réfléchir, Arkham répondit avec la réponse la plus raisonnable qu'il pouvait trouver. Peut-être que Dante l'a engagé uniquement pour le transport, dit Arkham avec une certaine incertitude. Sinon, il lui faudrait des jours pour arriver. Considérant l'hypothèse d'Arkham pendant un moment, Virgile accepta. Tous les préparatifs sont-ils terminés demanda Virgile. Oui, tout est prêt, répondit Arkham d'un hochement de tête. Très bien, alors commençons, dit Virgile en se retournant et en s'éloignant. Je prendrai possession du pouvoir du père. Au même moment, debout à environ 100 mètres sous Virgile et Arkham, James regardait Dante se diriger vers l'entrée de la tour. Mais avant qu'il puisse entrer, Dante fut arrêté par un chien bleu glacier à 3 têtes, d'environ 6 mètres de haut. Après quelques échanges et un rugissement furieux, le chien poussa un soupir glacial à l'intention de Dante. Puisque ce Cerbère n'est pas l'un des démons représentant les 7 péchés capitaux, je me demande quelle est son histoire, pensa James à voix haute. Puisqu'il garde ce chemin vers le royaume des morts, peut-être est-ce une création d'Hadès? À cette pensée, James serra les poings et commença à relâcher la pression autour d'eux. Il s'avère que la lignée d'Alavru est une expérience ratée menée par Hadès durant les jours précédant la guerre civile diable. Ce produit étant un échec, Cassiel était voué à l'échec. Il réussit cependant à s'échapper. Un escadron de la mort fut envoyé à ses trousses pour détruire les preuves des expériences d'Hadès. Heureusement pour lui, Sirzek et Ajuka sauvèrent Cassiel. Malheureusement, ils ignorent encore ce qu'Hadès espérait tirer de ses expériences, ni comment il a créé des démons, apparemment de toutes pièces. Partenaire, calme-toi. Si tu continues à laisser ton énergie démoniaque s'échapper comme ça, quelqu'un te remarquera. Drake prévint James, remarquant la montée d'émotion de son partenaire. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, James remercia Drake et continua à observer les progrès de Dante. Tandis que James était perdu dans ses pensées, Dante, après une demi-heure de coups d'épée rapides et puissants, de coups de feu et de souffle glacé, vainquit enfin Cerbère. Après quelques échanges, le corps imposant de Cerbère se transforma en une boule de lumière de la taille d'un ballon de basket. Dante s'approcha alors de lui. Une fois dans ses mains, la lumière se dispersa. À leur place se trouvaient des nunchakus à 3 poignées. Après une démonstration d'adresse exagérée avec cette nouvelle arme, Dante rangea les nunchakus. Trouvant intéressante la vue d'un grand chien à 3 têtes se transformant en une paire de nunchakus, James Flash s'approcha de Dante. Mais c'était quoi ce bordel? Demanda James, désireux de savoir comment fonctionnaient les armes maléfiques dans cet univers parallèle. C'est une technique transmise par la lignée de ma mère, expliqua Dante. En vainquant un être surnaturel suffisamment puissant, je peux sceller son âme et la transformer en une arme possédant les mêmes caractéristiques que de son vivant. Nous appelons les armes ainsi créées les armes du diable. Eh bien, c'était moins intéressant que je le pensais, pensa James. Ok, j'ai compris, dit James en tapotant l'épaule de Dante. Maintenant, vas-y, jeune homme. À cet instant, ils entendirent le bruit d'un moteur s'approcher au loin. Arrivés suffisamment près, ils identifièrent le véhicule comme une moto.
Et leur chevalier? Une belle jeune femme avec une cicatrice sur le nez, des cheveux noirs jusqu'au menton, une frange descendant jusqu'aux sourcils, et des yeux hétérochromatiques, un rouge à gauche et un bleu vert à droite. Elle était équipée d'une grande arme polyvalente suspendue dans son dos et d'un pistolet sur le dos. Sans chercher à les éviter, la jeune femme accéléra vers James et Dante. « Je te laisse faire le reste », dit James alors que Flash s'éloignait. Dante, de son côté, monta sur la moto lancée à toute vitesse et demanda « Pourquoi se presser? Tu n'as pas reçu d'invitation à la fête ?» Ayant arrêté la moto avant que Dante ne puisse commencer à parler, la jeune femme prit le gros pistolet dans son dos, visa et tira un missile sur Dante, sans dire un mot. Dante, dans son style exagéré, évita le missile et l'aborda comme s'il s'agissait d'une planche de surf. Après avoir fait une promenade dans le vide pendant un moment, il le dirigea vers le côté de la tour avant de sauter. Après avoir atterri sans encombre au sol, le missile explosa contre la tour. De nouveau sans un mot, la jeune femme passa devant Dante et entra dans la tour en face de lui. Dante regarda alors avec intérêt dans la direction où la jeune femme partait. Ça ne cesse de s'améliorer, a déclaré Dante avec un sourire. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.